central. Ainsi, Guy, à gauche, en haut à gauche, est centralien de Lyon. Je suis de Nantes et l'animateur de ce soir, Étienne, est de Lille. Bon, tous ces bénévoles, nous organisons des débats depuis 2006 et publions un flash d'infos tous les 2 mois sur tous les thèmes de l'énergie. Pour avoir accès aux invitations, aux replays, aux flash d'infos directement, vous pouvez faire votre inscription sur la newsletter sur le site central-énergie au pluriel.fr. Comme vous le voyez, les bénévoles vieillissent. Et si l'un de vous a envie de participer à notre aventure et animer 1 à 2 débats par an sur son thème de prédilection, nous l'accueillerons à bras ouverts. C'est ainsi que Jean-Antoine Bord, ici présent de Centrale Supélec, vient de nous rejoindre. Si vous souhaitez poser des questions, le Speak-up dont le lien est dans le chat est là pour ça. Je vous souhaite donc une bonne réunion et passe la parole à notre animateur Étienne. Merci et bonne réunion. Merci Christiane, merci beaucoup. Et bien voilà, donc le 50e vient de rentrer dans le webinaire, donc on peut commencer sans avoir aucun scrupule. Alors, effectivement, le sujet de ce soir, c'est de parler des technologies adaptées ou des low-tech, hein, comme elles ont été euh, elles ont été, elles ont fait, elles sont entrées dans le langage commun. Alors, effectivement, donc on a trois orateurs. Donc, on a Jean-Baptiste Fressos, qui est l'historien des trois, et donc qui nous parlera d'histoire, de présent et peut-être aussi d'avenir. Donc, il est maître de conférence au CNRS, et donc il nous fait le plaisir d'être là ce soir. Et donc, on va le faire parler en premier. Alors ensuite, on a un deuxième intervenant qui est, qui parlera en second, qui est Philippe Biwix, qu'on ne le présente presque plus parce que donc c'est un centralien de Paris qui a euh, hum, fait déjà beaucoup parlé sur les low-tech. Moi, ça fait 10 ans que je participe, j'écoute les conférences de Philippe Bouix. Donc, je suis allé jusqu'en Belgique, hein, l'écouter dans un faubourg de Bruxelles lorsqu'il présentait. euh, il était l'invité d'exception de la Maison Passive belge. Ça remonte à un peu loin. Et donc, à cette époque-là, le thème, qui était donc le thème, c'était forcément les low-tech. Et donc, euh, le symbole qui a été choisi pour annoncer la conférence, c'était un trombone. Alors moi, ça m'a beaucoup marqué qu'on mette un trombone comme annonce d'une conférence. Et donc, je me suis dit, mais ça doit être très intéressant. Comment est-ce qu'il arrive à parler autour d'un trombone? Et en fait, c'était passionnant. Et donc, mais c'est vrai que maintenant, j'ai lu tout ce qu'il a écrit sur les low-tech, et je suis très impressionné de pouvoir présenter son dernier bouquin qui s'appelle Ressources. Alors, le troisième auditeur qui parlera après les deux premiers, c'est donc Clément Gaillard. Clément Gaillard est docteur en urbanisme, donc on voulait plutôt le faire parler sur la question des bâtiments, la question de l'urbanisme. Mais en fait, euh, il- ce ce qu'il a écrit comme bouquin, donc c'est un bouquin qui s'appelle Low Tech. Alors, c'est pas facile à lire, mais peux vous assurer qu'il est marqué Low Tech. Et donc, on voulait le faire parler sur les low tech, hein, du passé, et puis peut-être les low tech de l'avenir. Alors, c'est assez marrant parce que il y a un monsieur donc ici souvent qui s'appelle Fritz Schumacher, et donc on pourra citer quelques bons passages croquants de monsieur Schumacher au sujet des ingénieurs et des low-tech. Alors, comme Jean-Baptiste va bientôt être dérangé par ses enfants qui vont venir sonner, on va le laisser parler en premier. Donc, il va nous parler de son dernier bouquin qui s'appelle Sans transition. Moi, j'aurais pu lui donner la transition énergétique pour les nuls parce que, sincèrement, j'ai appris plein de choses. Alors, je ne sais pas si on aura le temps d'extraire la substance scientifique moelle
de la transition énergétique pour les nuls. En tout cas, je vais laisser parler Jean-Baptiste Fressos Eh ben, pour, pour ce bouquin. merci Étienne, merci Christiane pour l'invitation. Donc, c'est un livre d'histoire de l'énergie qui veut d'abord parler au champ de l'histoire de l'énergie qui a été écrite de manière très problématique. Les historiens de l'énergie ont eu tendance à raconter des histoires de grandes transitions par le passé, avec des transitions du bois vers le charbon au 19e siècle, des transitions du charbon au pétrole au 20e siècle, et puis des conclusions sur la transition à venir. Ça, c'est le genre dominant en histoire de l'énergie, c'est la grande fresque énergétique de l'humanité qu'on retrouve vraiment sous la plume de plusieurs auteurs récents. Donc ça, c'était le premier champ sur lequel je voulais, enfin, dans lequel je voulais intervenir. Et puis c'est vrai qu'il y avait aussi le champ de la discussion contemporaine sur la transition énergétique, qui en fait, quand on y prête attention, fait souvent référence à l'histoire. En fait, la notion de transition énergétique, c'est une notion qui s'est ancrée dans l'histoire au départ. La première fois qu'elle prend vraiment de l'ampleur dans le débat public, c'est grâce à un président américain qui s'appelle Jimmy Carter. Il en parle le 18 avril 1967 à la télévision, alors que très très peu de gens à l'époque parlaient de transition énergétique. Et il dit, bah, par le passé, on a fait des transitions énergétiques, on en a fait deux, et bah, maintenant, face au choc pétrolier, il faut faire une troisième transition énergétique. Et je dirais que de nos jours encore, on a ce discours de on a fait des transitions par le passé et donc on peut faire une nouvelle transition pour résoudre la question du réchauffement climatique. Moi, une personne qui m'avait frappé enfin, j'étais surpris qu'elle dise enfin, qu'elle présente l'histoire comme ça, c'était John Kerry, qui l'année dernière a fait tout un entretien dans le Financial Times où il expliquait que voilà, ce qu'il fallait faire, c'était une nouvelle révolution industrielle, comme si la première révolution industrielle avait été une transition énergétique. Voilà, donc c'est un petit peu cette instrumentalisation du passé pour annoncer le futur qui m'a intéressé et que j'ai essayé de discuter dans ce livre. Alors, pour ce qui est de l'aspect historique, bah, c'est assez simple de montrer en fait que les énergies, elles ne sont pas seulement dans des rapports de compétition. Et ce qui est un petit peu original dans mon livre, c'est que je montrais à quel point en fait les énergies, elles se sont entraidées les unes les autres au cours des 19e et 20e siècles. Les énergies et les matières. Euh, Par exemple, quand on raconte la révolution industrielle comme une transition du bois au charbon, on dit quelque chose de très bizarre. Parce qu'en fait, le bois croît beaucoup au 19e siècle, pendant la révolution industrielle. On consomme de plus en plus de bois énergie au 19e siècle. Et en plus, grâce au charbon ou à cause du charbon, on consomme de plus en plus de bois d'œuvre. Moi, il y a un phénomène qui m'a frappé, c'est le fait que les mines anglaises au début du XXe siècle consomment plus de bois que l'Angleterre en entier, que toute l'économie anglaise au XVIIIe siècle, que tout le bois de feu de l'économie anglaise au XVIIIe siècle. Donc pour produire son énergie, l'Angleterre consomme en fait plus de bois au XXe siècle qu'au XIXe siècle. Et puis après, la consommation de bois croît dans tous les pays industriels du fait des emballages, de la construction, des chemins de fer, tout ça repose sur une mobilisation croissante de bois. Et de nos jours encore, le bois énergie croît assez fortement d'ailleurs, dans les pays riches comme dans les pays pauvres. Donc vraiment, on vit avec des énergies anciennes. Moi, c'est vraiment ça qui me semble le point à retenir de l'histoire de l'énergie, c'est que les sources d'énergie anciennes ne disparaissent pas du tout avec les nouvelles. Le meilleur exemple, bah, c'est encore le bois. Comparer le bois et le nucléaire, par exemple. De nos jours, le bois énergie, c'est deux fois le nucléaire à l'échelle mondiale. Donc vraiment, on a tendance à se focaliser sur le nouveau, mais les sources d'énergie anciennes, elles sont encore là. Et c'est pour ça que c'est pas très surprenant qu'on ait encore 80% de l'énergie primaire mondiale qui repose sur les fossiles, en fait. Et c'est pas simplement la Chine, etc. C'est en fait même les pays riches et avancés ont une économie qui repose majoritairement sur les fossiles. Je regardais récemment les chiffres là, pour un papier. Aux États-Unis, 75% de l'énergie primaire, ça reste encore les fossiles. En France, on est à 47-48%. On est parmi ceux qui ont la plus basse part d'énergie fossile dans l'énergie primaire. L'Angleterre, c'est 75%, hein. Donc enfin, le discours tonitruant sur l'Angleterre qui est vraiment en train de basculer dans un nouvel âge des renouvelables, c'est vraiment en fait, des discours très très problématiques. Ça n'empêche pas que les émissions, évidemment, diminuent dans ces pays-là, mais de fait, leur mix énergétique reste encore largement dominé par les fossiles. Et ça, c'est avant même de prendre en compte les importations. Si on prend en compte les importations, alors là, le charbon, en fait,
prend des proportions très importantes dans la consommation énergétique y compris des pays riches. Voilà, donc vraiment la notion de transition énergétique, matériellement, elle est très bizarre. Elle est fondamentalement étrange. Les énergies sont complètement intriquées les unes dans les autres. Euh, Au XXe siècle, quand on consomme du pétrole, ben, on consomme aussi de plus en plus de charbon. Parce que même si le charbon et le pétrole sont en compétition comme carburant pour les moteurs, ben, toute l'infrastructure du pétrole dépend de l'acier et donc du charbon. Et puis au fur et à mesure que vous avez du pétrole, vous avez plus de maisons, et donc plus de ciment, et donc plus de charbon, etc. etc. Donc vraiment, la notion de transition énergétique est une notion vraiment étrange. Donc la deuxième partie du livre, c'est comment ça se fait qu'elle soit devenue si coutumière, en fait, que tout le monde en parle et que ça soit vraiment le point central, le thème central, en fait, de la discussion sur l'énergie. Et ce qui m'a aussi surpris en faisant ces recherches, c'est de voir que c'était assez récent. Pendant longtemps, les experts de l'énergie ne parlent pas de transition parce que ce que je vous ai dit, tout le monde en a parfaitement conscience et c'est évident enfin, que le pétrole ne remplace pas le charbon, que ça n'a à peu près aucun sens de penser les choses comme ça. Et en fait, c'est vraiment à partir des années 70 que la notion de transition énergétique devient importante dans le discours, enfin, dans l'expertise énergétique. C'est principalement lié à la notion de crise énergétique. Et la notion de transition énergétique se diffuse dans le sillage de la crise énergétique. C'est tout ce qui permet de répondre à la crise énergétique. Et ce qui m'intéressait dans le dernier chapitre du livre, je vais vraiment parler très peu de temps parce que j'ai envie surtout qu'on discute, c'est de voir comment une futurologie aussi étrange, cette idée comme ça qu'on passe entièrement d'un système énergétique à un autre, qui objectivement n'a aucun référent historique et sur lequel les experts ne pariaient pas beaucoup dans les années 50, 60. Comment cette futurologie-là, enfin, j'explique d'où elle vient précisément, elle vient en fait du monde atomique. Transition énergétique, c'est d'abord une notion de physique atomique, qui est ensuite recyclée par les savants atomistes pour promouvoir l'atome civil en disant, à terme, il faudra faire une transition énergétique vers l'atome, parce qu'on aura épuisé les fossiles. Comment ça se fait qu'on ait recyclé cette futurologie-là pour la question du changement climatique? Parce que la transition énergétique des savants atomistes, ou même pendant la décennie de la crise énergétique, vous savez qu'elle serait très progressive, parce que du charbon, il y en a encore énormément. Et donc, pour les savants atomistes, à l'échelle mondiale, à la fin des fossiles, c'est peut-être dans 3 ou 4 siècles, quoi. Et puis, la transition pour les savants atomistes, elle serait, et dans la décennie de la crise énergétique, c'était en fait drivé par le renchérissement des fossiles, le renchérissement du pétrole d'abord, puis celui du charbon. Et donc, forcément, on aurait tout le système économique qui pousserait en fait à une transition vers autre chose, l'atome. Et puis, comme on se laisse des siècles, toutes les questions, disons, enfin, tous les problèmes technologiques qui a décarboné certains secteurs, évidemment, on pouvait un peu les reporter dans des siècles futurs avec des innovations dont on n'a pas idée. Voilà, donc c'est vraiment ça qui m'a que je trouve assez problématique et qui est même franchement scandaleux, c'est qu'on ait recyclé cette futurologie-là, qui était un truc très bizarre de savants atomistes néo-malthusiens, fascinés par l'âge atomique et obnubilés par la question de la fin des ressources fossiles. Comment on a recyclé cette futurologie-là pour penser à la crise climatique, alors que la transition énergétique, il faut la faire non pas en 3 ou 4 siècles, mais en 3 ou 4 décennies, et il faut la faire alors qu'il y a plein de fossiles encore sous nos pieds, et que le charbon coûte encore très peu cher pour produire de l'électricité, mine de rien. Voilà, donc ça, enfin, la raison, bah, c'est un petit peu parce que les premiers experts sur le climat, les premiers économistes à traiter ces questions de changement climatique, en fait, s'étaient formés pendant la décennie 70 et ils recyclent un mode de raisonnement qu'ils avaient construit pendant la crise énergétique, ils le plaquent sur la question du changement climatique, ce qui pose tout un tas de problèmes, où en gros, bah, le renchérissement du coût des fossiles lié à leur épuisement, c'est simplement une taxe carbone, quoi. On va simplement faire une taxe carbone, ça revient au même que dire c'est l'augmentation du coût des fossiles. Sauf qu'en fait, une taxe carbone, ça n'a pas du tout la même nature politique, évidemment, que les problèmes d'épuisement. Voilà, donc ça c'est vraiment la dernière partie du livre et je montre à quel point l'économie du climat, et j'inclus en fait la naissance du groupe 3 du GIEC là-dedans, on pourra en reparler si vous voulez, a joué un rôle intellectuel, à mon avis, assez problématique, quoi. C'est-à-dire, ils ont à mon avis, plutôt jouer la carte de la procrastination technologique. C'est-à-dire, on repousse à plus tard et dans des efforts technologiques les réductions de CO2 plutôt que agir tout de suite sur l'économie pour réduire les émissions, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que le groupe 3 aussi du GIEC est aussi technophile, aussi branché technique. On parle autant d'hydrogène, de capture du carbone et de technologies encore assez fantomatiques. Mais vraiment, je veux laisser le plus de temps possible à la discussion, donc je vais m'arrêter là. Ouais, ben écoute, j'ai quand même
pris deux, trois phrases de ton bouquin. Tu dis, alors ça c'est toi qui parles, tu dis que les plateaux ondulés sont bien plus périlleux que les descentes abruptes des néo-malthusiens. Est-ce que tu veux... alors, je pense que ce sont des concepts qui sont assez clairs pour une partie de l'auditoire. Donc, je pense que tu peux, Non, ou mais ça, pas, c'est juste parce qu'en fait, je ne sais plus exactement quand je dis ça, mais c'est quand je conclus la partie exactement. C'est à la fin d'un chapitre. sur Marion King-Hubbert et sur comment Marion King-Hubbert, en fait, donc le théoricien du pic du pétrole, en fait, en 1955, il est recruté par l'Atomic Energy Commission américaine et il devient un lobbyiste du nucléaire, très clairement. Il explique à quel point investir dans le surgénérateur nucléaire, c'est absolument clé pour la survie, en fait, au-delà des États-Unis, pour la survie de l'humanité industrielle, en fait, parce que c'est la seule techno qui permet de faire une vraie transition sur le long terme et d'alimenter une civilisation industrielle à des échelles pluriséculaires, voire même plurimillénaires, en fait. Euh, et donc, pourquoi j'écris ça? Eh ben, parce qu'en fait, le problème qu'on affronte, c'est effectivement la question du changement climatique qui se pose dès maintenant, alors que la question de l'épuisement des fossiles se poserait à long terme si on continuait sur une trajectoire à peu près similaire, quoi. Voilà, donc c'est un peu ça que je voulais dire, tout simplement si vraiment on avait un problème dramatique de ressources fossiles, on ferait tout plein de choses très utiles pour le climat, quoi. Donc, voilà. Voilà, donc effectivement, ben, il y a aussi un passage sur le radicalisme énergétique, donc où Ah oui, tu parles d'une partie, tu parles des ingénieurs américains qui veulent prendre le pouvoir, et ouais, c'est bon, ça. tu dis que la crise de 1929, c'est finalement une transition qui a raté, qui a mal Ouais. tourné. Ça, c'est un. Ça, c'est amusant. Ouais, donc ça, c'est vraiment, ça, c'est l'aspect plus historien du livre. Mais en gros, effectivement, il y a tout un groupe vachement intéressant d'ingénieurs américains qui, dans les années 30 s'intitulent eux-mêmes technocratie, en fait. C'est vraiment eux qui poussent ce terme-là de technocratie. Et ce qu'ils disent, en fait, c'est en gros, le capitalisme américain et la démocratie américaine est obsolète du fait de problèmes énergétiques. Alors, c'est pas tant qu'on manque d'énergie, même si ce sont des néo-malthusiens, ils pensent qu'à terme, il faut absolument économiser au maximum les fossiles, donc ils sont obsédés par l'hydroélectricité, ils veulent faire une transition vers l'hydroélectricité. Mais là, le crise de 29, c'est plutôt les effets de l'électricité. En gros, l'électrification a rendu le travail tellement productif que ça crée du chômage de masse et ça crée un effondrement politique. Et donc, il faut vraiment gérer comme il faut, c'est-à-dire scientifiquement l'économie, en ramenant tout au contenu énergétique des biens. Et donc, ils ont plein d'idées assez intéressantes. Par exemple, faire une monnaie énergétique. Les technocrates américains des années 30 proposent de se débarrasser du dollar et dire qu'on va maintenant payer en monnaie indexée sur l'énergie. Et ça permettra de réguler l'économie de manière très, très fine, puisqu'on connaît la quantité d'énergie qu'on met dans l'économie, la tonne de charbon, de pétrole, de gaz, des kilowattheures d'électricité, etc. Et donc, on peut émettre la monnaie qui est parfaite, si vous voulez, pour absorber la production euh, économique américaine, pour éviter les surplus, etc. Donc ça, c'est un moment intéressant où effectivement, il y a une sorte de réductionnisme énergétique, tout est ramené à l'énergie, ce qui pose plein de problèmes, hein, cette monnaie énergétique, quand on y réfléchit un peu. Par exemple, valoriser les services avec le contenu énergétique des services, ça rime pas à grand-chose, quoi, hein. Un médecin, ça va être compliqué de le rémunérer en disant il a consommé tant de kilowattheures dans son cabinet, il risque de pas gagner grand-chose. Donc voilà, il y a plein de problèmes de ce type-là. Mais bon, en tout cas, c'était un moment intellectuel intéressant. Et ce qui m'a, moi, pourquoi ça m'a intéressé, c'est qu'en fait, c'est de là qu'émergent plein de modes de raisonnement, en particulier Marion King-Hubbert et la cheville ouvrière, en fait, de ce mouvement technocratique. C'est le vrai intellectuel de la technocratie américaine. Et c'est lui qui commence à penser des choses comme des scénarios, enfin, il fait plein de choses assez passionnantes d'un point de vue énergétique. Il applique aussi un outil intellectuel qui est absolument clé en fait dans la théorie de la transition énergétique, qui est la courbe de diffusion, la courbe en S, la courbe de substitution, qui est un outil intellectuel extraordinairement simple, hein, où les choses se substituent avec une belle courbe en S comme ça, qui marche relativement bien pour les technologies et qui marche très très mal pour les matières et les énergies. Parce que c'est ce que j'ai expliqué dans le début de mon exposé, en fait, les énergies et les matières ne sont pas du tout en compétition les unes les autres. Elles s'entraident les unes les autres. Dans n'importe quel objet, on a 36 matières différentes, et donc en fait, elles croissent ensemble, les matières, évidemment. Et les énergies aussi, dans une certaine mesure. Et pour autant, en fait, dans le dernier rapport du groupe 3 du GIEC, quand il parle de la transition, dans le chapitre 2, un peu introductif, il y a une belle courbe en S de substitution en disant, voilà, c'est ça la transition, quoi. Donc c'est Donc, vrai qu'il y a vraiment eu une influence importante de ce moment-là des années 30 sur nos réflexions jusqu'à aujourd'hui, en fait, bizarre. Voilà. alors, Ça- tout ça, c'est disponible dans un prix très modique.
qui est un bouquin qui s'appelle Sans transition. Ça se lit, c'est un roman, c'est fantastique. Ça se lit du début jusqu'à la fin sans avoir besoin de respirer. C'est très, très agréable à lire. Donc, c'est très intéressant. Vous allez retrouver Technocracy Incorporated, parce qu'en fait, ça s'appelle Technocracy Incorporated, la bande de, ouais, d'ingénieurs qui souhaitaient refaire le monde. Donc, tout ça, c'est à lire dans ce bouquin. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Jean-Baptiste. Tu restes avec nous, bien sûr, Ouais, bien mais maintenant, il faut que tu ouvres la porte à tes enfants. Si, c'était aussi la discussion, donc j'espère qu'on va discuter. Voilà, tout à fait. Alors maintenant, on va passer à Phoebe Wicks pour un autre bouquin qui s'appelle Ressources. Hein, voilà le livre. Alors là, il s'agit en fait d'une bande dessinée. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était tout à fait intéressant parce que ça montre de façon, c'est vraiment le pouvoir de l'infographie parce que on voit en vrai comment les choses qu'on simule peuvent réellement se faire. Donc là, j'ouvre le bouquin à une page sur l'avenir qui est suggéré par Philippe et par son compère, donc qui est Vincent Perriot, qu'on n'a pas l'occasion de remercier ce soir pour ses dessins magnifiques. Donc voilà, c'est un livre aussi qui est disponible dans toutes les bonnes librairies. Donc c'est pour ça qu'au départ, on souhaitait faire cette soirée en compagnie des libraires. Mais en fait, le problème, c'est que les conférenciers sont très difficilement disponible à un point précis. Donc, c'est pour ça que cette soirée Zoom, finalement, c'est aussi efficace. Alors, on va peut-être donner la parole à Philippe pour qu'il présente. Alors, c'est à moi à faire ça? Bah ouais, vas-y. Ah, voilà, c'est fait. Donc, à toi la parole pour présenter les sept chapitres de ton livre. Donc, il commence par les cornucopiens. Moi, Et je suis pas sûr de présenter les 7 chapitres parce que du coup, ça va spoiler un peu et puis surtout, ça prendrait plus que les petites 15 minutes initiales voilà. Donc, que voilà. Jean-Baptiste a également même légèrement écourté. Et donc, c'est vrai que moi aussi, j'avais très envie de plutôt croiser des regards et échanger ce soir et pas forcément dérouler un bout de conférence classique. Bah, en fait, peut-être d'abord ce titre ressources. En fait, moi, c'est une passion, on va dire, depuis une vingtaine d'années. Je suis tombé dans la table de Mendeleïev de tout ce qui fait la matérialité du monde et même si peut-être la complexité des objets technologiques, des infrastructures qui nous entourent fait qu'on n'est pas forcément confronté à cette matérialité, enfin, à part comme utilisateur un peu simple. Bah, en fait, derrière, voilà, en tirant la pelote, tout à l'heure, Jean-Baptiste disait il y a 36 matières dans les objets compliqués, c'est même, ouais, c'est même sans doute 72 pour les plus complexes de type smartphone ou je sais pas quoi. On peut multiplier par deux le 36 sans problème. Et donc, en fait, moi, j'ai découvert ça, ça a vraiment, ça a un peu, voilà, ça a changé mon regard, hein, ça a changé peut-être, on pourrait dire un peu ma vie, même si je reste un ingénieur non défroqué à ce stade. Hein, je travaille toujours dans une entreprise normal, si je puis dire. Je suis pas juste consultant, conférencier et co-scénariste de BD. Et cette question des ressources, bah, en fait, voilà, ça a fait tout mon trajet aussi sur cette histoire de low-tech en fait, hein, de basse technologie, parce qu'il y avait cette idée derrière qu'en fait, plus on allait vers des objets technologiques complexes eh bien, c'est un peu contre-intuitif peut-être parce qu'il y a aussi du progrès technologique qui permet de mieux recycler. Mais comme les objets sont plus difficiles, sont plus mélangés avec voilà, sont miniaturisés, intégrés, etc. Eh bien, finalement, on se retrouve à s'éloigner un peu de cette économie circulaire. Et je pense que voilà, derrière le mythe de la transition, Jean-Baptiste, tu pourrais y ajouter, je pense, ce mythe un peu de l'économie circulaire dont on parle beaucoup et depuis longtemps dans les entreprises, qui doit pouvoir faire une courbe en S aussi, mais on en est très loin également. Et au contraire, on est dans un système qui reste sans doute majoritairement
Alors, à l'exception peut-être de quelques trucs très visibles, la bouteille de verre qu'on jette, l'acier qui se recycle plutôt bien et je sais pas quoi, le cuivre et un peu d'aluminium. Et qu'à part ça, finalement, on est plutôt dans une économie toujours de l'extraction, de la transformation en injectant évidemment beaucoup d'énergie et quelques externalités environnementales au passage, émissions de CO2, déchets, résidus miniers. Des déchets de la chimie, etc. Et puis qu'ensuite, on va consommer ces trucs-là plus ou moins vite et in fine jeter et plutôt mal recycler. Et donc, c'est ça qui a fait un peu, moi, voilà, mon premier ouvrage au Seuil, quoi, en 2014. Donc, avec cette idée que, voilà, attention, la croissance verte, ça allait aussi taper dans autre chose. C'était pas juste un problème de technologie et puis de savoir s'il fallait plus ou moins subventionner des éoliennes, des panneaux solaires et je sais pas quoi. Il y avait autre chose, c'est qu'on n'avait pas juste un problème d'énergie et de climat. Entre-temps, on a aussi vu qu'on avait un problème de biodiversité. Maintenant, je pense que le sujet s'installe un peu, mais qu'on avait aussi un problème de ressources. Alors, ressources, du coup, au sens non énergétique, pour le coup. Euh, qui est donc ces ressources minérales, ces ressources métalliques, et que en fait on était dans une sorte de spirale un peu difficile à appréhender, hein, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de travaux numériques, si je peux dire, enfin calculatoires là-dessus, mais qui avait quand même un peu un problème potentiel entre le fait que on avait des ressources qu'il fallait aller chercher de plus en plus profondément ou moins concentrées, qui demandaient des traitements, des broyages plus fins, des choses comme ça, au fur et à mesure que qu'on tapait dans le stock, d'une certaine manière, que la qualité, l'accessibilité des ressources était plutôt en baisse. Euh, que ça consommait plus d'énergie et qu'au même moment, bah, la transition, justement, celle qu'on espérait ou appelait de nos voeux, que ça soit vers du nucléaire, vers des ressources, des énergies renouvelables, et bien elle aussi, elle est consommée des métaux. Alors depuis, ça a un petit peu explosé, c'est pas du tout grâce à moi, hein. Il s'est passé plein de choses à l'échelle internationale, mais les grandes agences se sont emparées du sujet. Évidemment, notamment autour de la question des métaux de batterie pour la mobilité électrique, mais aussi sur les énergies renouvelables. Donc tout le monde s'y est un peu mis, l'OCDE, la Banque mondiale, l'Agence internationale de l'énergie, la Commission européenne, plein d'universités différentes, chacun faisant un peu ses scénarios, comme un peu le GIEC, mais voilà, avec là pour le coup la complexité en plus du type de technologie et donc qu'est-ce que ça utilise comme métaux, etc. Donc on peut faire dire un peu tout ce qu'on veut en 2050, évidemment, ça dépend du scénario qu'on a injecté. Voilà. Et donc on avait un peu ce sujet-là. Alors du coup, pour faire le clin d'œil et envoyer la balle à Jean-Baptiste, il y a évidemment, en fait, finalement, quand on arrive avec cette position un peu néo-malthusienne aussi, on pourrait dire en disant, ouh là là, à force d'être nombreux, et puis à force que ces satanés terriens se développent, on va pas avoir assez de ressources pour tout le monde. Le spectre de l'épuisement, de la pénurie, bah voilà, c'est la logique, c'est la pure euh, le pur positionnement malthusien, on pourrait dire, ou néo-malthusien. D'ailleurs, néo-malthusien, dans les années 50, justement, c'était plutôt vu, enfin, ils le prenaient pas comme une chose, ils assumaient tout à fait cette position-là, hein, c'était pas du tout, c'était pas même voilà, tous ces penseurs américains notamment, ils étaient plutôt, ils revendiquaient cette pensée de Malthus, je pense, enfin, tu me corrigeras si je Tout me à fait, trompe, ouais, bien sûr. Ouais. Jean-Baptiste. C'est pas du tout une insulte. Voilà, exactement, c'était moins une Aujourd'hui, insulte qu'aujourd'hui. c'est juste une catégorie d'acteurs qui se revendiquent eux-mêmes comme de l'héritage de De Malthus. la pensée, voilà, exactement, de la pensée des limites, on pourrait dire, voilà, et finalement, bah, que c'est pas voilà, finalement, ce diagnostic un peu, enfin, que le diagnostic sur la question des ressources, ah là là, est-ce que ça va s'épuiser ou pas dans un siècle, l'année prochaine ou dans 1000 ans, est quelque chose qui est très dur à poser et qui, en fait, a traversé les âges. Et comme tu disais tout à l'heure, Jean-Baptiste, il y a une filiation des idées. Et en fait, moi, j'aurais presque envie de dire, parce que j'ai j'ai
La lumière qui s'éteint tout le temps, il faut que j'agite un peu les bras de temps en temps, mais c'est pas du tout pour vous réveiller, c'est pour réveiller la lumière, voilà. Donc ça, c'est pas les enfants qui sonnent, c'est la lumière qui s'éteint. On a chacun nos contraintes. Qu'en fait, voilà, finalement, il y avait un peu, chaque génération remettait un peu le couvert, finalement, avec des débats qui se ressemblent, quoi. Alors il y a des moments où le débat il est plus ou moins aigu. Mais finalement, on peut remonter au moins, je sais pas, à la fin du 18e siècle, il y a déjà les premières réflexions sur est-ce que, tiens, au fait, du charbon, il y en a combien? Je crois qu'on retrouve quelques écrits, pas beaucoup, mais il y a des choses comme ça. Pendant tout le 19e siècle, il y a des questions autour de, effectivement, du charbon anglais ou du charbon américain. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, on remet le couvert sur ces questions-là, à la fois sur les questions énergétiques, mais aussi sur des questions non énergétiques. Je pense par exemple dans les années 50 à la commission Palais, je crois, qui va être voilà, qui va produire un rapport sur est-ce que la croissance, évidemment très forte aux États-Unis à ce moment-là, est-ce que les ressources minérales totalement incroyables par ailleurs des États-Unis vont suffire quelque part à alimenter la croissance pendant des décennies, ou est-ce qu'on va avoir un problème? Donc le débat il est tout le temps un petit peu là. Il disparaît dans les années 80-90 parce que finalement on a d'autres chats à fouetter quoi. C'est la fin du RSS, les ressources c'est un prix très bas. Il y a quand même un peu la crise voilà dans des pays qui étaient quand même des pays consommateurs, Europe de l'Est, Russie. Voilà, la Chine n'a pas encore décollé, l'Inde n'a pas encore décollé, les dragons asiatiques n'ont pas encore décollé. Et donc finalement les ressources valent vraiment pas grand-chose et donc le débat il disparaît. Alors à un moment les ressources étaient un peu plus chères. Et finalement, il réapparaît, et puis il réapparaît amplifié finalement par la question de la transition, effectivement, énergétique ou de la transition vers les énergies, vers de la mobilité électrique, voiture, mais pas que, hein, on peut dire camion, je sais pas, même certains types de bateaux, que sais-je. Et, euh, et en fait, voilà, je dis amplifié, mais c'est que amplifié, parce que même sans transition, même, ok, il y a l'accélération peut-être sur quelques métaux spécifiques, bah, évidemment les métaux de batterie, le lithium, peut-être le cobalt, le nickel derrière, mais en fait, la courbe exponentielle de production, d'extraction de ressources, elle se fait même sans transition, quoi. L'industrialisation du monde, l'urbanisation du monde, la numérisation du monde qui, de toute manière, fait ça. J'ai une petite anecdote comme ça. Bon, moi, je suis un peu alors c'est l'USGS, donc le US Geophysical Survey, qui publie un peu la Bible de la production et de l'état des réserves de tous les métaux et les ressources minérales du monde. Avec bon, ils jouent un peu leur partition, donc des fois ils expliquent pas ce qu'il y a en Afghanistan ou au contraire quand ça les arrange, ils disent qu'il y a plein de trucs en Afghanistan selon les cas, mais voilà, c'est quand même, ils font un peu référence. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là, voilà, si je prends par exemple la production de nickel, aujourd'hui, la production de nickel, ça doit être la production seule de l'Indonésie. C'était la production mondiale de nickel quand j'ai commencé à m'y intéresser il y a 20 ans, quoi. C'est-à-dire que on est passé de 1 million à 3 millions, en gros, de tonnes extraites. Et maintenant, il y a 1 million sur les trois, c'est en Indonésie. Bon, c'est pour vous donner une idée de la vitesse à laquelle ça peut aller. Ça peut vraiment les taux de croissance, hein, ça peut tripler, quintupler, décupler assez vite les choses. Bah en fait le nickel c'est pas les batteries qu'on fait exploser ce truc-là, hein, c'est l'inox, c'est l'acier inox. Donc ça rejoint un peu ce que tu dis, hein, Joël, c'est des choses très très classiques. Alors à l'acier inox, derrière, c'est utilisé dans des bâtiments, ça peut être utilisé dans de la chimie industrielle, ça peut être utilisé dans des laiteries, donc dans l'agroalimentaire, etc. Et donc c'est finalement quand même l'industrialisation au sens large qui crée ça. Et puis on top, voilà, il y a un peu cet effet de dire ah en plus il va nous en falloir pour les batteries, oulala. Mais finalement voilà, il y avait déjà des choses qui étaient là. Et donc le débat il est très vieux. On remet le couvert encore une fois. Et donc nous, ce qu'on a essayé d'expliquer, alors voilà, et après peut-être on lancera la discussion, puis on reviendra un peu sur les sujets de la BD ou autre, mais j'ai voulu commencer par raconter justement cette histoire un peu des idées où c'est un peu toujours la même chose. Il y a des gens qui crient au loup en disant, ouh là là, mais à force de taper dans le stock, on va pas en avoir assez. Et puis de l'autre, on a des gens qui disent, mais attends, ça va, avec le progrès technologique, c'est bon, on est passé du silex au bronze, pas par manque de silex, hein, donc cool, ça va bien se passer, t'inquiète pas, on va faire du graphène à la place du cuivre, on va faire, je sais pas quoi. Donc on va toujours prendre plein d'exemples, et puis évidemment, on peut suivre Elon Musk, Jeff Bezos, on va aller chercher des trucs dans les astéroïdes s'il y a besoin. Finalement, un peu comme toujours, quoi, hein, on repousse les frontières.
la vieille Europe, à force d'extraire ses ressources minérales, il n'y avait plus grand-chose. Hop, à un moment, ça tombe bien. On a découvert l'Amérique, c'est cool. En plus, ils ont la variole, donc ils vont laisser la place. Et ça permet un peu de repousser. Bah, finalement, on peut faire la même chose avec les astéroïdes. Donc voilà. Donc l'idée, c'était de partir de ce truc-là, de partir un peu de cette histoire des idées, progrès technologique ou malthusianisme de s'apercevoir que finalement bah, tout le monde a un peu soit promis les voitures volantes comme les atomistes des années 50 de Jean-Baptiste, soit au contraire ça va être les grandes crises et tout, puis bah c'était un peu ni l'un ni l'autre, donc c'est un peu pas dire bizarre, mais enfin on sait quoi cet instant où on est. Chaque génération remet le couvert, mais chaque génération a peut-être aussi tendance un peu à se dire qu'elle est vraiment un moment clé de l'histoire. Hein. Je pense que ça, va se passer, c'est maintenant quoi. On est au point de bascule et je sais pas quoi. Bon, bah, en fait, il disait la même chose il y a 50 ans et puis il y a 100 ans. C'est assez drôle de ce point de vue-là. Bon, ça n'empêche pas que voilà, on peut avoir ce ressenti, hein, bien entendu, et puis que les changements technologiques, sociétaux font que oui, ben on sent bien qu'on est dans une vague et que les choses bougent, mais peut-être pas plus qu'avant ou pas moins et, euh, et d'expliquer un peu cette notion de ressources, justement, cette notion de réserve. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de réserves qu'il y a 50 ans, alors qu'on nous disait qu'il n'y en aurait plus? Bah, cette idée un peu mouvante du fait qu'en fait, c'est un sujet socio-économique et pas seulement géologique et technique. Bien sûr, la géologie, la technique, ça aide, mais c'est aussi la question de dire, vous êtes prêts à creuser combien, les amis? Vous êtes prêts à me payer combien pour creuser ça? Combien vous êtes prêts à ce que je mette de l'énergie dedans? Parce qu'évidemment, ce que vous me payez me permet de mettre plus d'énergie dedans que je vais aller aussi creuser et récupérer ailleurs et que voilà et qu'en fait du coup tout ça ça peut vraiment durer un certain temps à condition qu'on fasse fi des externalités environnementales bien sûr qui sont le fait de dire faut aller chercher des trucs dans les dernières forêts vierges sous les océans au Groenland enfin voilà donc si on fait fi de ça alors il y a encore un petit peu de place je le prends pas forcément comme un truc rassurant et puis du coup pour m'extraire en fait de la contrainte de dire mais alors est-ce qu'on va avoir assez de lithium ou de cobalt pour installer je sais pas combien de voitures en telle année eh bien en fait moi j'ai aussi eu envie et c'est avec le côté virevoltant de Vincent Perriot effectivement le dessinateur d'aller se projeter vers de la science-fiction un peu profonde en disant mais en fait bon c'est pas grave on va pas s'occuper de ce qui se passe dans 30 ans mais regardons ce qui se passe dans 1000 ans ou dans 300 ans ou dans 500 ans et de là de se dire un peu le truc dingue mais finalement, bah, chaque ressource que j'extrais, parce qu'ensuite je vais la disperser, je vais mal la recycler. Elle avait été concentrée par la nature vivante de la planète. Et en fait, je vais la mettre dans un smartphone ou dans un équipement de dentiste ou dans des chaussures qui clignotent, je sais pas quoi. Et en fait, bah, ces ressources-là, elles seront pas disponibles pour les générations futures. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils en manqueront, parce que peut-être qu'ils en auront plus besoin pour telle ou telle raison. Peut-être qu'ils auront trouvé un autre moyen de faire certains trucs. Il faut pas exclure certains éléments de progrès technologique. Mais quand même, ce qu'on sait, c'est que ça sera pas disponible. Et donc, on a repris un peu cette phrase folle, et je m'arrête là, de Nicolas Georgescu-Roegen, donc bien connu des écolos et des décroissants en particulier, qui dans les années 70 avait un peu écrit sur finalement cette idée de dire que l'économie ne tenait pas compte du côté dispersif, du côté dissipatif et de l'augmentation de l'entropie liée aux ressources, donc le fait qu'on tapait dans un stock de ressources concentré par la planète lentement et qu'à l'échelle des civilisations, on n'arriverait pas à les récupérer. Et donc, il racontait que chaque soc de charrue, non, pardon, chaque portière de voiture, chaque voiture qu'on fabriquait, c'était peut-être des socs de charrue en moins pour les générations futures, ce qui est assez flippant. Alors, en fait, en vrai, quand on prend que de l'acier basique, et puis en se disant d'ailleurs qu'il y a encore quelques centaines de millions de personnes qui vivent, d'une agriculture vivrière où ils ont même pas de charrue, hein, ils ont juste une houe, et une bêche et quelques outils très simples comme ça. En fait, il était sans doute pour le coup un peu pessimiste. Par contre, on pourrait appliquer son théorème à plein d'autres choses, c'est-à-dire de se dire, tiens, chaque smartphone que je fabrique aujourd'hui, eh bien, c'est peut-être un équipement de chirurgien, de dentiste, une radio numérique, je sais pas quoi, qui sera pas disponible en l'an 2200, 300, 2300 ou 3000. Et donc, ça projette à ce moment-là immédiatement, il faut tout de suite à ce moment-là abandonner sa casquette d'ingénieur parce que ça nous projette dans des réflexions morales et philosophiques un peu dingues. C'est-à-dire finalement, bah voilà, finalement, est-ce que on fait des choses au détriment ou pas des générations futures? Comment? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour économiser ces précieuses ressources qui ont été concentrées finalement une fois par l'histoire de la planète? Oui, donc au passage, j'ai remarqué que tu avais une dent contre Georges Clooney parce que tu le bazardes de façon avec une légèreté assez stupéfiante, mais je pense que c'est effectivement l'utilisation des capsules en aluminium des Nespresso
qui t'a fait réagir. D'autant plus que tu montres effectivement, on voit des flots de déchets qui descendent des rivières. Alors, c'est ce que tu disais sur la réflexion euh, de, de Ellul, hein, effectivement, du fait que les déchets d'aujourd'hui, hein, c'est autant de matériaux qu'on n'aura pas demain. Hein? Voilà, donc, alors, bon, on parlera après du vaisseau fou, puisque Oui, effectivement, donc avant ça, effectivement, on va laisser la parole à Clément Guerre, donc qui va nous présenter le troisième bouquin dont on parlera ce soir, donc, qui s'appelle Low Tech. Donc, je ne sais pas si vous avez rêvé à lire, c'est écrit de façon assez design. Mais c'est aussi très intéressant parce que c'est une anthologie pour comprendre les low-tech. Donc, si vous manque des clés pour comprendre les low-tech, c'est présent là-dedans. Alors, Clément Guéard, est-ce que tu veux nous parler de ton bouquin? Ouais, bah, merci beaucoup, on m'entend bien, c'est bon? C'est parfait, ouais. Nickel. Merci. J'avais préparé une petite présentation, je ne sais pas si je peux la partager, si c'est possible. Tac. Vous devez voir mon écran là, j'imagine. Voilà, c'est parfait, Super. ouais. Super. Alors ouais, pour le bouquin, c'est un choix éditorial, je ne suis pas responsable du design de l'objet. Bref, mais du coup, oui, ben, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais pas être très très long non plus, je vais parler 10-15 minutes, quoi. Et donc oui, pour me présenter, donc, moi je m'appelle Clément Gaillard. Aujourd'hui, je travaille comme urbaniste sur les sujets d'adaptation à la chaleur des villes, d'adaptation au changement climatique. Et j'accompagne en fait des particuliers ou des architectes, des urbanistes sur ces questions de prise en compte des besoins type chauffage, rafraîchissement, lumière naturelle, etc., dans la conception et la rénovation des bâtiments, quoi. Et l'histoire de ce bouquin, donc de cette anthologie sur les low-tech, ça a commencé dans ma thèse qui portait sur l'histoire de la conception bioclimatique. Et en fait, dans cette thèse, j'ai fait des entretiens avec pas mal d'ingénieurs qui ont travaillé sur euh, ce qu'on appelle la conception bioclimatique, donc toute une démarche de conception en architecture qui s'est structurée dans les années 60-70 et qui qui consistait justement à essayer d'intégrer la prise en compte du climat dans la conception. Et donc, j'ai rencontré comme ça pas mal d'ingénieurs, majoritairement en France, un petit peu aux États-Unis. Et je suis tombé sur toute une littérature assez particulière qui parlait justement des maisons solaires, etc. Et je me suis amusé comme ça à essayer de restituer l'évolution de ce qu'on appelle les techniques solaires passives. Donc en fait, c'est les techniques qui vont mobiliser essentiellement les phénomènes climatiques pour assurer les besoins de rafraîchissement et les besoins de chauffage. Vous avez ici par exemple un graphique qui présente l'évolution des techniques passives de rafraîchissement et puis ici l'évolution des techniques passives de chauffage. Et ce que j'ai trouvé curieux, donc par exemple en m'intéressant aux techniques passives de chauffage, donc j'ai découvert par exemple le mur trombe, qui est un système qui consiste à capter l'énergie solaire dans un mur massif pour chauffer des bâtiments, qui a été inventé dans les années 60 à Odeillo, dans les Pyrénées-Orientales. Et une curiosité, c'est que je me suis rendu compte que ces techniques passives, donc notamment comme le mur trombe, étaient aujourd'hui reprises, diffusées par le mouvement low-tech, parfois même sans mentionner l'invention de Félix Trombe et on va dire toute la généalogie d'évolution de ces techniques. Et ça me paraissait particulier justement de voir comme ça ressurgir ces techniques aujourd'hui. Pour cette notion de low-tech, alors je parle sur le contrôle de Philippe, pardon. Une des définitions qu'on pourrait donner, c'est un objet ou un système qui peut être présenté comme donc durable, facilement réparable et conçu pour économiser les ressources matérielles et énergétiques afin de favoriser des modes de vie plus soutenables. Toute cette définition est importante dans le sens où il faut justement insister sur la notion de soutenabilité de ces modes de vie, quoi. Et ce que je trouvais de particulier, c'est que justement, cette notion de low-tech, alors ça, on pourra en reparler éventuellement, elle a réémergé là, depuis une dizaine d'années, mais quand on prend toute une littérature qui parle des technologies alternatives, hein, on parle aussi de ces low-tech avec d'autres expressions. On va parler par exemple de soft tech, de technologie douce, ou surtout de technologie appropriée. Et ça, c'est quelque chose qui m'a intéressé, c'était de voir justement l'écho que pouvaient faire ces publications sur les technologies appropriées avec les thématiques actuelles liées au low-tech.
Et bon, voilà, dans ce qui me concernait plutôt l'architecture, toutes ces constructions voilà, qu'on renvoyait justement à cet univers des technologies appropriées, avec quand même une particularité, c'est que quand on regarde la définition de c'est quoi une technologie appropriée, en fait, c'est défini comme une technologie qui est à la convergence entre les ressources renouvelables les plus abondantes d'un même milieu. Et en fait, c'est déjà une définition qui est très différente, puisqu'elle va insister, quand on parle de technologie appropriée, sur le fait qu'on va mobiliser des ressources renouvelables d'un milieu, d'une zone, d'un site, pour en fait arriver à répondre à un besoin. Et c'est du coup une définition qui est un peu différente de celle des low-tech que j'évoquais juste avant, quoi. Et ça a donné donc ce bouquin. L'idée, c'était de rassembler dans ce livre plein de textes d'auteurs qui ont travaillé sur les technologies appropriées, des textes essentiellement américains, anglais, qui traitent de ce sujet des années 60 jusqu'aux années, oui, 2000, on va dire. Et l'idée, c'était comme ça d'essayer de retracer une généalogie de ces low-tech, voilà, en remontant un petit peu dans ces périodes-là, des années 60-70, quoi. Donc j'avais préparé un petit peu une présentation où je voulais passer un peu vite. Euh, quand, quand est-ce qu'on peut arriver à essayer voilà, de comprendre un peu bon, pas la naissance de ce mouvement des low-tech ou des technologies appropriées, parce que c'est compliqué de lui donner un point d'ancrage. Mais en fait, on voit à travers l'histoire un certain nombre de mouvements comme ça, de retour à des préoccupations de technologies plus soutenables, notamment en termes d'économie d'énergie et de ressources. Un moment important, c'est la sortir de la Seconde Guerre mondiale. Il y a tout un champ de recherche qui se lance sur le sujet des technologies appropriées, notamment portée par une femme qui s'appelle Maria Telx. Alors, il n'y a pas tant de femmes dans ces sujets de technologie appropriée, donc je voulais lui rendre hommage. Elle, c'est une ingénieure hongroise qui immigre aux États-Unis. Et Maria Telx, elle va travailler sur pas mal de technologies assez simples, notamment l'armée va lui mettre au défi d'inventer un système pour les soldats américains qui s'échouent dans le Pacifique, pour qu'ils puissent en fait avoir de l'eau potable en cas de naufrage dans le Pacifique. Donc elle va mettre au point un système de distillateur solaire gonflable. Donc l'idée, c'est de mettre de l'eau de mer là-dedans. Sous l'action du rayonnement solaire, en fait, l'eau va se condenser sur la paroi de ce ballon-là. Et en fait, avec ça, on peut récupérer entre 0,5 et 1 litre d'eau potable par jour et par ballon. Donc, elle va mettre au point ce type de système. Et on voit tout à fait, en fait, ici, la problématique, c'est qu'il faut concevoir pour un milieu qui est contraint, pour des besoins qui sont extrêmement spécifiques, et surtout essayer de mobiliser une énergie qui est abondante et uniformément répartie, quoi. Enfin, quasi uniformément répartie. Et Maria Telx, elle va aussi être connue pour avoir développé les prototypes de fours solaires qui sont aujourd'hui ceux qui sont le plus connus, avec ces systèmes de réflecteurs. Et voilà, aujourd'hui, quand vous tapez four solaire sur Google, vous tombez sur les modèles de Maria Telx sans qu'on sache vraiment que voilà, son nom ni rien, donc sans qu'elle soit mentionnée, quoi. C'est assez particulier. Donc ça, c'est les années plutôt 50, voilà, 45-50. Un peu plus tard, dans les années 60, il y a une génération d'ingénieurs qui, justement, a travaillé dans l'énergie nucléaire. Donc là, je pense à Farrington Daniels. Lui, il a travaillé sur le projet Manhattan, donc sur les applications militaires de l'énergie nucléaire. Et en fait, il va complètement changer de bord dans les années 50-60 et il va s'intéresser beaucoup à l'énergie solaire. Et il va publier cet ouvrage là au milieu des années 60 sur l'usage direct de l'énergie, avec cette préoccupation il faut concevoir en fait des technologies euh, voilà, des fours solaires, des choses comme ça, qui puissent être reproduits aux quatre coins du monde. Et ici, par exemple, c'est un protocole pour fabriquer une parabole avec juste un morceau de contreplaqué, un peu de plâtre et du sable, pour ensuite se faire un four solaire un peu simple, quoi. Donc il y a cette idée aussi de mettre en circulation des technologies qui puissent être facilement reproductibles, quoi. Bon, il y a plein de colloques qui sont faits sur les énergies alternatives dans les années 60. Et puis arrive le choc pétrolier de 73, qui marque en fait voilà, une espèce de prise de conscience. Alors ça, on pourra en discuter avec Jean-Baptiste sur quelle a été la réalité de cette prise de conscience. Elle a été essentiellement symbolique en fait dans les chiffres. Et surtout, en fait, elle a donné lieu à plein de publications qui ont été diffusées ensuite sur l'énergie solaire, éolienne, etc. Donc vous avez ici juste un extrait, par exemple, de ce numéro de Sunworld. Et ça va donner justement naissance à plein de recherches sur les applications de l'énergie solaire pour le chauffage et le rafraîchissement des bâtiments. Et parmi les gens qui vont s'intéresser à ça, il y a un ingénieur qui s'appelle Steve Baer, qui publie en 75 un ouvrage qui parle justement de ces questions d'énergie. Et il dit ceci, c'est une phrase que je trouve assez géniale. Il dit: les réponses aux problèmes énergétiques sont différentes selon les régions d'un pays. L'un des traits les plus dangereux de notre gouvernement et de nos ingénieurs et de nos hommes d'affaires est l'obligation de trouver des solutions nationales ou mondiales. Et je trouve cette phrase absolument géniale parce qu'elle résume justement tout l'esprit de cette époque. Ouais, il y avait une remarque, non? Non, non. Ah non, ok, j'entendais quelque chose.
Bon, Steve Baer, voilà, c'est quelqu'un qui va développer cette maison solaire. Donc ça, c'est une maison qui fonctionne avec des systèmes de drum wall. Donc les drum walls, c'est des bidons remplis d'eau, peints en noir, exposés sur une façade sud. Il y a tout un système assez savant de réflecteurs qui permettent d'augmenter les apports solaires sur ces bidons pour en fait augmenter le chauffage solaire. Et en fait, ces réflecteurs vont être remontés pour faire office d'isolant, pour éviter que la chaleur reparte vers l'extérieur. On est sur des vitrages qui sont des simples vitrages. C'est pas encore les vitrages faiblement émissifs qui intègre plein de super matériaux que Philips pourra éventuellement évoquer. Donc, on est sur des systèmes, en fait, on doit encore travailler l'isolation à l'échelle d'objets manipulables, comme le pouvait être le volet ou le rideau. Et voilà, c'est cette fonction qu'assure ici ce réflecteur. Voilà, il fait plein de recherches sur les applications du chauffage solaire. Ça, je vais passer vite parce qu'on s'en fiche. Et il y a une autre chose qui est importante à cette époque, c'est qu'il y a la volonté de réhabiliter les techniques vernaculaires. Donc, vernaculaire, ça va désigner l'ensemble des techniques qui vont être associées justement à un type de milieu particulier. Et parmi les acteurs qui vont travailler là-dessus, il y a un ingénieur qui s'appelle Hassan Fatih, qui publie en 70 un ouvrage qui s'appelle Construire avec le peuple, où il raconte justement comment, en fait, il a décidé de reconstruire un village en utilisant des techniques traditionnelles de construction en briques de terre crue. Et ce qui est assez fort, c'est que Fatih, en fait, va du coup faire des études sur cette brique de terre crue. Il va faire des études, des tests en laboratoire pour étudier sa conductivité thermique. Et il va aussi mettre en évidence le fait que cette brique de terre crue, elle est pas utilisée de n'importe quelle manière. Elle est mise en œuvre de manière traditionnelle depuis au moins 2 millénaires. Et en fait, notamment, une des techniques qu'il va identifier, donc lui, il travaille en Égypte, en Nubie notamment, il va identifier une technique qu'on appelle la voûte nubienne, qui est cette forme de voûte ici caractéristique. Et en fait, cette voûte, elle reprend la forme d'une chaînette. D'une chaînette, c'est en gros la courbe que prend une chaîne qui est suspendue, quoi. Si vous la retournez, ça vous donne cette forme en chaînette. Et ce qui est très curieux, c'est que la chaînette, on connaît ses propriétés mécaniques en Europe depuis les travaux de mathématiciens comme Huygens ou Leibniz, par exemple, donc relativement tardivement. Et Fatih, en fait, explique que les maçons connaissent cette voûte nubienne, enfin cette forme de chaînette, au moins depuis 2000 ans. Et là, tout à coup, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que ce récit du progrès technique avec lequel on est bercé, l'idée que voilà, en Europe, on a un progrès technique linéaire avec un progrès qui passe par la mathématisation, etc. Fatih le renverse en expliquant que des maçons en Nubie, en Haute-Égypte, ont réussi, il y a 2000 ans, à comprendre la descente des charges de manière complètement intuitive et à, comme ça, stabiliser une forme de une technique de construction qui s'est pérennisée sur plusieurs millénaires. Donc ça renverse un petit peu tout le récit du progrès qu'on pouvait faire à l'époque. Et Fatih ensuite va être appelé dans plein d'endroits au monde pour construire justement en utilisant cette technique de la brique de terre crue dans des endroits où justement existait encore parfois ce savoir-faire. Et voilà, ça correspond à tout un mouvement aussi de réhabilitation des techniques dites, voilà, des technologies de village. Alors, c'est un peu l'expression d'époque. L'idée, c'est justement en fait d'arriver à dire, mais comment est-ce qu'on peut se réapproprier des techniques vernaculaires, des techniques traditionnelles, pour essayer justement de les étendre, de les généraliser, et aussi de les traduire dans un langage qui soit ceux des ingénieurs de l'époque. Donc voilà, ici on se retrouve par exemple un manuel qui évoque pas mal de techniques, comment par exemple fabriquer des briques de terre crue, etc. Comment aussi identifier des sources d'eau, donc avec différents styles de dessin qui sont ceux du dessin technique, tel qu'on peut le connaître nous en Europe. Et voilà, il y a un ouvrage qui va un peu incarner ce truc-là, c'est ce livre, la Energy Primer, qui est publié en 1975 et qui en fait recense plein de systèmes de conversion d'énergie solaire pour d'énergie aussi hydraulique, d'énergie éolienne, etc. Et aussi tout ce qui va concerner le biogaz. Et c'est un ouvrage que je trouve assez génial parce qu'on trouve des phrases qui résonnent vraiment assez fortement avec l'actualité. Par exemple, donc on est en 75, les deux auteurs, donc Richard Merrill et Thomas Gage, disent à l'heure actuelle, le charbon, le pétrole et le gaz naturel sont les seules ressources énergétiques pratiques qui peuvent fournir de l'acier pour les éoliennes, les méthaniseurs ou les pompes de circulation, et du plastique ou du verre pour les capteurs solaires, les serres, etc. Donc on est en 75, et déjà cette question des énergies mobilisées pour fabriquer les convertisseurs renouvelables est mise sur la table, quoi. Ce qui est assez chouette. Ils poursuivent dans cette introduction de cet ouvrage en disant ceci: nos besoins exagérés ne peuvent être satisfaits uniquement par l'énergie solaire, éolienne, hydraulique et les biocarburants. La condition préalable à l'utilisation de tout système d'énergie renouvelable est la conservation. Conservation en deux sens. Conservation dans le sens où il faut arriver à pérenniser les objets techniques déjà produits pour les conserver, et aussi dans le sens qu'il faut arriver à réduire, à limiter les besoins, voilà, arriver à faire en sorte de conserver l'énergie le plus possible, quoi.
Et il termine en disant ceci, c'est une phrase que je trouve géniale. L'important est que nous générions autant d'options que possible pour un avenir dont le cours devient chaque jour plus incertain. Donc c'est une phrase que je trouve voilà, assez chouette. Et ça résume grosso modo en fait tout l'esprit des inventeurs un petit peu de cette période-là. Je pense que je vais m'arrêter là parce qu'après c'est d'autres choses et puis on pourra le réévoquer, mais voilà, je voulais m'arrêter ici. Oui, mais écoute, merci, parfait. Moi, j'aurais voulu que tu nous parles un peu de l'efficacité négantropique. Est-ce que tu veux nous dire deux mots là-dessus? Ouais, alors c'est une question. Alors on parle de petites technologies, de technologies qui ont été mises au point à petite échelle. L'idée, c'est justement, bon, par rapport à cette définition-là, ce que je trouve assez fort dans cette approche des technologies appropriées, c'est justement l'idée de se dire, on va penser la relation entre un objet technique et son milieu au sens général, et en fait, arriver à faire en sorte de ne pas isoler la production et le fonctionnement d'un objet du milieu dans lequel il va prendre place. Et c'est justement ça, la force de ce truc. C'est l'idée que ce concept de technologie appropriée, il va voilà, faire le lien entre un objet technique et son milieu associé, ou on va dire, c'est linéamment qu'il peut avoir dans son milieu. Bon, je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà. Oui, plus ou moins en fait, hein. L'idée, c'est effectivement de raccorder à la question de l'entropie Hmm. et donc l'efficacité négantropique. Le but, effectivement, c'est de baisser ou de réduire au maximum l'augmentation d'entropie, qui est le fait de la high-tech finalement. Ouais, bah, en fait, moi l'entropie, j'entends en sens d'irréversibilité, c'est-à-dire que le but dans ce type de technologie, c'est de minimiser l'irréversibilité des systèmes qu'on met en place. Et donc c'est on retrouve ça par exemple dans la construction en briques de terre crue, l'idée que un bâtiment en briques de terre crue, si on n'est pas content, on l'arrose et en fait, voilà, ça redevient un tas de boue et c'est fini quoi. Donc il y a cette notion justement de travailler sur des systèmes qui soient réversibles. Donc, ouais, cette notion d'entropie, je trouve elle est relativement complexe. Moi, je prends plutôt le terme d'irréversibilité, quoi. C'est vrai que c'est des technologies qui essaient de limiter les transformations irréversibles. D'accord. Et puis, donc, il y a une personne qui est très importante dans l'univers des technologies appropriées ou adaptées. Euh, Tu n'en parles pas beaucoup, mais Jean-Baptiste Fressos en parle beaucoup plus. C'est effectivement Amory Lovins, donc, qui a lancé des tas de concepts, comme notamment le concept des négawatts. Le, le nom négawatt, c'est une invention d'Amory Lovins. Donc, c'est une personne qui a travaillé, qui est très présente dans le bouquin de Fressos. Donc, peut-être que c'est une façon de rapprocher les discussions. Enfin, c'est intéressant dans ton bouquin, toi, Clément, c'est un monsieur assez particulier qui s'appelle Fritz Schumacher. Et Fritz Schumacher dit des choses passionnantes. Il dit notamment, j'ai relevé une phrase, n'importe quel ingénieur ou chercheur de troisième ordre peut accroître la complexité, mais il faut un certain flair et une réelle perspicacité pour rendre les choses simples à nouveau. Alors pour moi, c'est une phrase géniale. Ah Alors, ouais, ouais. Non, mais Schumacher, pour ça, avait ce truc assez fort. C'est des ouvrages qui sont pas faciles à lire, je trouve, Small is Beautiful, parce que voilà, il y a il y a un côté quasi mystique, en fait, je trouve, dans ces réflexions-là. Il y a l'aspiration, par exemple, du gandhisme qu'on retrouve aussi dans cet auteur. Mais oui, c'est un sujet. Ah, pour Amory Lovins, en fait, l'idée de cette anthologie, c'était de mettre en circulation des textes essentiellement beaucoup de praticiens quand même, et surtout inconnus. Le but, c'était que quand on ouvre la table des matières, on se dise, mais c'est qui ces gens? J'en connais aucun. Et ça, c'était le but, en fait, d'arriver à rendre hommage à ces figures-là qui ont pu explorer ces questions voilà, de technologies alternatives à une époque. Voilà, on sait que ça a été plus ou moins oublié, mais voilà, c'était pour un peu arriver à retracer un peu cette généalogie qui n'est pas si directe que ça, hein. Il y a plein de, toute façon, on pourra discuter. D'ailleurs, Philippe a fait une superbe postface que je remercie encore pour expliquer justement que cette généalogie n'est pas si simple, en fait. mais en plus, la généalogie, elle va et vient dans tous les sens. Et c'est un peu ce qui se passe aussi sur les ressources. C'est aussi ce qu'explique Jean-Baptiste Fressos. Il y a pas de ligne directrice, il n'y a pas de ligne droite.
Il y a certainement un terrain cabossé qui nous attend, mais des plateaux ondulés, par exemple. Mais il n'y a pas de ligne directrice, ça c'est clair. Alors, on va peut-être effectivement, est-ce que Jean-Baptiste ou Philippe veulent réagir? Sinon, on va passer aux questions. Moi, je voulais juste réagir sur Amory Lovins. En fait, je pense qu'il est assez. Enfin, c'est pas du tout pareil que Schumacher ou d'autres partisans des technologies appropriées des années 70. Je pense que c'est quand même un peu différent comme personnage. Il est, enfin, je veux dire, il est plutôt persuadé que l'innovation joue un rôle clé pour se tirer d'affaire de la crise énergétique. Il veut pas le nucléaire, ça c'est sûr, mais il veut tous les autres types d'innovation. Et quand on lit ses papiers de 77, il parle de charbon propre, il dit pour les voitures, pas de souci, on va faire avancer les voitures avec de la biomasse. Enfin, il y a un côté cornucopien solaire quand même chez Amory Lovins, je pense, qui est assez différent des réflexions hyper intéressantes, effectivement, qu'il y a dans tout ce mouvement des technologies appropriées, mais qui était beaucoup plus orienté vers le tiers-monde, en fait, vers ce qu'on appelait le tiers-monde à l'époque. Alors que Amory Lovins, il veut parler à la présidence Carter, fondamentalement, quand il lance cette idée de Soft Energy Path. Et ensuite, il fait une belle carrière de consultant international. Il n'y a pas de problème à travailler avec les entreprises pétrolières et charbonnières. Enfin voilà, donc je pense qu'on peut relativiser le. Coca-Cola, Coca-Cola. Je le vois de manière très différente enfin, à mon avis, il n'est pas exactement raccord avec les personnages, enfin les acteurs qu'a décrit Clément dans son exposé. Oui, c'est un monde complètement différent. Et en plus, je pense que les gens des technologies appropriées, ils n'avaient pas l'ambition, enfin pour eux, c'était. Enfin, il y avait un aspect, justement, ce que disait Clément, il y avait un aspect un peu civilisationnel, enfin, il fallait repenser profondément le social. Chez Amory Lovins, non, ce sera les États-Unis un peu comme on les connaît, mais avec que du solaire, quoi. Et tout ça en 30 ans en plus. Donc vraiment, à mon avis, il a joué un rôle assez néfaste, en fait, même la perception du problème par les environnementalistes, parce que c'est un membre de Friends of the Earth. Il reprend, en fait, des idées de grande bascule technologique en remplaçant solaire par nucléaire, quoi, fondamentalement. Ça ressemble vraiment à ça, hein. Ouais. Un mot, Philippe? Ouais, bah justement, moi je voulais réagir comme un peu, c'était le mot-clé de la soirée, c'était low-tech, justement. Je voulais réagir, mais c'est ce que j'ai écrit de mémoire un peu dans la postface de l'ouvrage de Clément, c'est que, en fait, c'est quand même, c'est historiquement très situé, comme le disait Jean-Baptiste à l'instant, ça se passe vraiment dans un moment de contestation de l'efficacité de l'aide au développement. Hein. On décolonise en gros dans les années 50, au début des années 60. Dans la foulée de la décolonisation, on leur installe des usines clés en main. Ces couillons, hein, je caricature hein, le propos, vous avez compris que c'est pas ce que je pense, d'Indiens, d'Africains, je sais pas quoi, savent pas maintenir leurs super usines high-tech. Alors c'est des usines high-tech qu'on qualifierait peut-être de low-tech aujourd'hui, hein, parce que c'est encore de, 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 de l'électrotechnique un peu basique et quelques trucs d'automation des années 60, mais et du coup, vont arriver des économistes comme Ernst Friedrich Schumacher, effectivement, qui vont dire, il faut pas faire de l'aide au développement en leur plaquant des technos complexes parce que c'est hyper coûteux et ça leur permet pas de se développer. Et pour se développer, ce qu'il leur faut, c'est plutôt leur fournir des machines-outils plus simples. Voilà, donc on voit un peu le type des ouvrages et tout que montrait Clément. Hein, c'est la technologie du village, quoi. Donc c'est un peu le comment je fais de l'eau potable, comment je peux construire des outils de base, comment je peux peut-être mécaniser un certain nombre de choses qui n'étaient pas quand même pour avoir un petit peu plus de capacité, je sais pas, de production de vêtements, des choses comme ça. Et en fait, du coup, il y a à la fois du bon cœur, mais en même temps, voilà, c'est historiquement situé, quoi, cette logique d'aide au développement. Et ce qui est marrant, c'est que le Low-Tech Lab aujourd'hui, alors sans faire un procès du tout, hein, bien sûr, hein, bon, qui a une définition légèrement différente de celle que vous avez montré Clément, parce que chaque personne qui parle des low-tech a sa propre définition. Ça naît un petit peu là-dessus aussi, hein. Dans l'histoire de Corentin, bah, il est au Bangladesh, il y a plein de trucs super, il fait le tour du monde, il récupère des techniques, des bonnes idées de bidouilleurs un peu partout. Alors, évidemment, c'est des choses un peu différentes, hein. Ça va être des vieux, maintenant, des moteurs de ventilo, je sais pas quoi, de vieux ordinateurs au Ghana qui vont être transformés en je sais pas quoi, dans différents outils qui peuvent être utiles. Donc, mais en gardant un peu ce côté un peu bricoleur et en gardant un peu cette idée des pays du Sud qui sont un peu intelligents et d'accord qui créent
qui peuvent créer des clivages dans un peu le mouvement low-tech mondial, si tant est qu'il existe, mais il n'existe pas du tout. Hein. Les low-tech, c'est très francophone aujourd'hui, je crois. En fait, en tout cas, cette expression low-tech. Euh, qui crée un peu le risque de dire, alors vous avez la high-tech au nord et puis l'intelligence artificielle et je sais pas quoi, puis nous au sud, il faudrait qu'on se contente alors de faire des low-tech. Et du coup, il y a un challenge un peu sûr, mais finalement, c'est quoi les low-tech en fait en vrai appliqués à l'assainissement des métropoles, à l'eau potable de villes de plusieurs millions d'habitants. Le four solaire, c'est bien, mais quand vous êtes dans la banlieue de Dunkerque, c'est peut-être pas si évident que ça de faire cuire vos saucisses le week-end juste parce qu'il faut avoir déjà un jardin pour le mettre avec la bonne exposition, etc. Euh, et donc il y a un petit côté, il peut y avoir un petit côté un peu naïf et en même temps, à côté du petit côté, du côté un peu naïf et je le dis sans aucune critique, il y a en même temps cette réflexion politique qui arrive justement en filiation aussi quand même des années 70 avec cette idée quand même de la question de la soutenabilité, même des questions très complexes un peu d'interaction sociale, d'économie plus territorialisée et moins dépendante du monde, etc. Donc il y a un peu ces deux côtés-là. Euh, mais voilà, et ce que je voulais dire aussi, c'est que, alors je sais pas toi Clément si tu as fait ce travail, mais j'en rêverais de faire une recherche par mots-clés, mais je pense qu'aucun des penseurs des années 70 qui sont aujourd'hui convoqués par les low-tech pour retrouver une filiation, finalement, ont employé le mot low-tech en tant que tel. Et c'était appropriate technology, c'était la convivialité d'Illich, c'était l'hétéronomie ou l'autonomie de Gortz, j'en sais rien pour prendre plutôt un français. Mais voilà, low-tech, finalement, il réapparaît un peu bizarrement. Il faut rendre d'ailleurs il faut rendre hommage à Chris de Decker, qui est ce journaliste flamand installé à Barcelone, voilà, qui lui manie le mot low-tech magazine, voilà, low-tech, no-tech, high-tech depuis le milieu des années 2000. Et pour moi, c'est un peu c'est lui qui fait émerger ce terme-là. Peut-être qu'il y a une filiation plus ancienne, en tout cas, moi, je la connais pas. Ouais, en tout cas, bon, moi, effectivement, je suis très proche la scène Passive House anglo-saxonne, et la scène Passive House anglo-saxonne euh, se lie très nettement avec le mouvement low-tech. Hum, Donc, hum, si maintenant il y a un mouvement low-tech aujourd'hui, dans les bâtiments, c'est les Passive House. Et c'est pour ça que tu as été invité à Bruxelles. hum. Oui, alors on voit, C'est-à-dire pardon, je voulais pas du tout incriminer ou au contraire dégrader ce qui fait. Il se passe plein de choses et du coup, on voit apparaître ce terme low-tech dans de plus en plus d'endroits, avec des gens de plus en plus sérieux. Alors, faut voir un peu ce qu'il y a dedans, mais voilà, aujourd'hui, les gens parlent de faire des villes low-tech, des bâtiments low-tech, de l'industrie low-tech, et même dans des industries qui sont plutôt high-tech, comment faire du low-tech, je sais pas quoi, un internet low-tech, un ouais, avion exactement. low-tech, une voiture low-tech, des choses, un train low-tech, des choses qu'on n'attendrait pas forcément comme ça, parce qu'on se dit, oulala, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a même des gens aujourd'hui qui s'emparent, des gens très sérieux, et des chirurgiens, choses comme ça, qui travaillent sur des questions de c'est quoi la médecine low-tech? Qu'est-ce qu'on finalement, alors qui rejoint aussi un peu des questions de qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une descente énergétique ou une descente de disponibilité en matière et qu'est-ce qu'on peut sauver ou pas sauver parce que l'avantage de low-tech, bah, c'est peut-être toutes les notions un peu de remanufacturing, de réemploi, de réutilisation, de transformation, de bon usage des ressources, qui fait que du coup, voilà, ça peut être l'idée aussi de préserver dans un monde plus contraint, de préserver un certain nombre d'acquis, on pourrait dire on peut discuter de la pertinence de ces acquis, éventuellement, avec Jacques Ellul et deux, trois autres, mais voilà, c'est cette idée quand même que peut-être que tout n'est pas complètement à jeter dans la civilisation industrielle. Après, il y a des gens encore plus radicaux qui diront bah, s'il faut tout jeter et revenir aux chasseurs-cueilleurs. Malheureusement, pour l'instant, on est un peu trop nombreux pour revenir aux chasseurs-cueilleurs, quoi qu'il arrive, même si on fantasmait cette monde-là et à 100 par kilomètre carré, on n'y arrivera pas. La capacité de charge permet pas ça. Et donc, comment on gère quelque part une éventuelle descente énergétique ou matière, qu'elle soit d'ailleurs subie, là ça on revient sur le débat un peu des Malthusiens ou pas, ou piloté par des, je ne sais pas quel technocrate qui voudra en faire une vraie transition, si tant est qu'elle soit possible, quoi. Donc je suis provoque en disant ça, bien sûr. Oui, tout à fait. Euh, voilà, donc il faut savoir que dans le monde anglo-saxon, le terme low-tech, c'est pas du tout, c'est pas du tout comme néo-malthusien, c'est pas du tout un terme péjoratif. En fait, il y a beaucoup de gens qui se disent plus low-tech que le voisin.
Mm. En fait, c'est un sujet intéressant. C'est effectivement pour ça qu'on vous a invité ce soir pour en parler. Tu voulais Moi, dire quelque chose? ouais, je voulais rebondir quand même sur ce. Enfin, je pense que c'est vraiment intéressant d'étudier les low-tech, etc. Mais il faut bien voir que, enfin, c'est un peu pour rejoindre ce que disait Philippe. En fait, on ne change pas comme ça le monde technologique, quoi. C'est-à-dire, moi, c'est ça qui me frappe, c'est les grands espoirs qu'on porte en fait dans un changement radical comme ça de nos pratiques technologiques. Et je pense que alors, c'est peut-être aussi tout à fait illusoire, mais dans plein de domaines, ça évite de penser la question de la quantité qu'on produit, quoi. Et donc, on n'imagine pas produire les choses autrement, etc. Alors que la question clé dans plein de domaines, c'est combien on produit de choses, quoi. Voilà. Moi, enfin, sur le bâtiment, j'ai pas mal travaillé avec les architectes, etc. Ils font des calculs un peu précis d'ACV. Ils me disent, bah, les constructions en bois, remplacer un bâtiment en béton de 4 étages par un bâtiment en bois, ça diminue bien un peu les émissions de CO2. C'est pas si énorme que ça, en fait. Parce que le bois, il faut le traiter, parce que c'est en fait un matériel technologique en tant que tel. Il faut le protéger de plein de couches d'isolants divers pour éviter que ça puisse brûler. Il y a des isolants phoniques. Il y a plein, en fait, il n'y a pas du tout que le ciment dans les émissions de CO2, les émissions grises, bah, il y a les ascenseurs. Il y a plein de choses, en fait. Outre le fait que dire bah, on va faire des bâtiments en bois et tout va bien se passer, en fait, non, c'est beaucoup plus profond. Donc, non, si on veut réduire les émissions d'un secteur comme la construction, bah, il faut moins construire, quoi. On ne va pas tourner autour du pot 36 000 ans, Et imaginer. il faut mieux utiliser le tiers de bâtiments qui sont vides actuellement. Exactement, ça passe par la rénovation, le réemploi, etc., évidemment, et pas par des choses miraculeuses qui vont nous permettre de continuer comme avant avec d'autres matériaux. Voilà, moi, je voulais vraiment insister sur pour moi, la question clé du changement climatique, en fait, surtout dans les horizons impartis, on aurait 2, 3 siècles, où justement, on pourrait parler de tout ça de manière très distanciée, en imaginant plein de choses formidables. Vu que maintenant, on parle de 25 ans, et en 25 ans, enfin, de fait, le monde va être assez, très, très proche de ce qu'on connaît, et surtout les gros secteurs très polluants, en fait. À part peut-être l'électricité, si on arrive vraiment à décarboner l'électricité, mais le monde va être très très semblable. Donc la question clé, c'est où est-ce qu'on émet le CO2? Enfin, je trouve que ça devrait vraiment être ça la question essentielle et le truc dont on devrait discuter sérieusement politiquement, quoi. Il y a plein de CO2 très utiles, bah, il faut les mettre. Enfin, je veux dire, on va pas tourner autour du pot. Il y a du CO2 de luxe, et lui, bah, il faut le couper, quoi. Voilà. Moi, je trouve que c'est ça le problème de notre discussion des fois sur le climat, quoi. C'est qu'on a une discussion très très orientée sur la technique, alors que c'est peut-être plus vraiment le sujet clé, une fois encore, vu qu'on a 25 ans maintenant pour essayer de réduire au max les émissions, quoi. Oui, en bâtiment actuellement en France, on parle beaucoup du 22-26. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est un bâtiment donc, où la température ne descend pas en dessous de 22 degrés l'hiver et la température ne dépasse pas les 26 degrés l'été. Et effectivement, c'est présenté comme un bâtiment super low-tech. Donc, c'est un bâtiment construit par un groupe d'architectes autrichiens qui sont très connus de la scène Passivhaus. Et donc, en fait, on se rend compte que le 22-26, bon, effectivement, ils n'utilisent pas cette fameuse ventilation à récupération de chaleur qui est la bête noire de beaucoup de fanatiques du low-tech, mais ils mettent des capteurs partout de manière à ce que l'ouverture des fenêtres soit gérée par une GTP hyper sophistiquée. Donc, ce qu'on perd d'un côté, on le récupère de l'autre. Et c'est carrément dur de faire des bâtiments low-tech, très réellement low-tech. Moi, ça fait 20 ans que je bosse là-dedans. Et sincèrement, les bâtiments passivos qui sortent, ils sont hyper trop low-tech, à mon goût. Voilà Ouais. pour la période. Euh, voilà. Non, mais c'est peut-être un terrain de jeu. Enfin, ce qui est intéressant, du coup, mais après, du coup, tu nous contrôles, Étienne, parce que sinon, on va se faire du ping-pong sans souci jusqu'à 21 h et on n'aura pas pris de questions, donc il n'y a pas de problème à prendre des Non, questions. on a un peu de temps encore. On va prendre les questions. Je pense que effectivement, si je reprends la remarque très juste, évidemment, de Jean-Baptiste appliqué au bâtiment, enfin, euh, de toute façon, le low-tech, c'est toujours un peu, pour moi, c'est toujours un peu une démarche qui est jamais parfaite, parce que de toute façon, voilà, encore une fois, bah oui, il faut mettre un ascenseur parce que je sais pas quoi, ne serait-ce que pour l'accès aux personnes à mobilité réduite, si le bâtiment fait 2 étages, il faut bien mettre un ascenseur ou 3 étages. Et donc lui, bah, ça va être difficile de faire low-tech ou avec des poulies, avec des gens qui tirent des trucs. Donc on peut toujours être, enfin finalement, est-ce que c'est low-tech ou est-ce que c'est lower-tech? On pourrait se poser la question. Voilà, moi j'avais une anecdote. Alors là, je suis désolé, c'est très déceptif, mais je suis passé au smartphone parce qu'ils sont en train de démonter 2G là, donc je suis passé au téléphone 4G. Euh,
Et avant, j'avais un petit téléphone, voilà, un Nokia, pendant que tous les autres avaient un smartphone encore, là, quand je venais en Belgique et tout ça, c'était le cas, Étienne. Et voilà, les gens disaient, ah ouais, Philippe Biwix, ça, il a un téléphone low-tech. Enfin, bon. Mais ce téléphone low-tech de G, c'était la pointe de la modernité, littéralement, 10 ans avant, ou à peine, avant que le premier iPhone sorte. Donc, il y a une espèce de glissement, un peu, aussi des références et tout, et finalement, voilà, encore une fois, on est presque à lutter contre contre la vague qui avance, effectivement. Et comme le dit Jean-Baptiste, enfin, c'est la question de... Alors, je pense que le low-tech peut s'appliquer pas mal au bâtiment parce que c'est plus facile peut-être que d'autres secteurs pour différentes raisons qui nous emmèneraient trop loin. Mais voilà, c'est vrai que c'est un secteur qui est assez sensible à ce sujet-là. Et, Remarque, euh, et du coup, il y a une I'm marge de definitely not manœuvre, going mais back to encore une them. fois, c'est dans la remise en cause de la manière d'utiliser ce bâtiment. Et c'est aussi, voilà, ça embarque des questions socio-techniques et pas juste techniques, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, la fenêtre, elle s'ouvre pas automatiquement. Et puis, bah, il y a aussi le fait de dire, si elle s'ouvre pas automatiquement, c'est plus low-tech, mais il faut qu'il y ait de l'humain et que l'humain, bah, il y ait un factotum, un concierge, j'en sais rien, ou bien les gens qui partent du bureau le soir, il faut qu'ils ouvrent la nuit pendant l'été pour que ça s'aère, et puis qu'on referme le matin, et puis qu'on tire le store. Et en fait, voilà, il y a un peu cette question-là aussi de la technologie pratique qui fait que on a envie de faire de moins en moins de trucs nous-mêmes, puis aussi on manque de temps, hein. Il y a plein d'autres raisons, enfin, où il y a des gens désœuvrés et puis d'autres qui ont beaucoup de temps, pas beaucoup de temps. Et voilà, et je trouve que du coup, dans les modes d'occupation des bâtiments, aujourd'hui, il y a une vraie réflexion intéressante sur où est-ce qu'on doit assurer le confort thermique ou pas. Est-ce qu'il faut chauffer, par exemple, dans les couloirs des écoles ou seulement les classes? Voilà, on peut trouver plein de choses sur effectivement des questions de sobriété et, et du coup qui rouvre la question presque un peu volumique que mentionnait Jean-Baptiste. Hein, si vous touchez pas au volume à construire, au volume à chauffer, au volume de production, bah, ça va être difficile en dessous, quoi, même si on est très fort d'un point de vue technique, quoi. Eh ben, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. Donc là, on va passer aux questions parce que il y a des questions pertinentes, effectivement, qui n'ont pas été répondues par les orateurs. Donc, on va commencer par celle qui est la plus plébiscitée, donc qui est la question pour Jean-Baptiste Fressos, qui dit quels sont les leviers pour que l'on réussisse à faire ce qu'on n'a pas réussi à faire jusqu'à maintenant, c'est-à-dire abandonner les vieilles énergies pour les nouvelles. Ça, j'ai pas de réponse plus originale que tout ce qu'on dit tous les jours, hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas. Voilà, donc, enfin, moi, enfin, je pense qu'il faut faire preuve de discernement technologique, quoi. Il y a des choses qu'on peut décarboner, l'électricité en fait partie, mais c'est que 40% des émissions. Et pour le reste, c'est quand même vraiment des questions de quantité dont il faut qu'on discute, quoi. Voilà. Et donc, le levier, moi, je trouve, sur lequel on pousse quasiment pas, c'est quand même les changements de comportement, les changements de consommation. Et ça passe aussi par, évidemment, des changements politiques, parce que ça se fait pas tout seul, etc. Voilà, donc moi, j'ai rien de très original à dire, mais en tout cas, ne rêvez, enfin, je voulais vraiment insister sur le fait que l'idée de transition énergétique est une notion extrêmement bizarre. C'est une notion qui est un peu aberrante, en fait, quand on y réfléchit sérieusement. On passe pas comme ça, paf, d'une énergie à une autre. Et là, enfin, je veux dire, transition énergétique franchement, dans l'aviation, le commerce maritime, le ciment, le plastique, une grosse partie de l'agriculture. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, concrètement? Oui, mais c'est ça qui me frappe, en fait. C'est qu'on emploie ce terme avec une légèreté incroyable, alors qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas décarboner. Voilà. C'est ça qui m'horripile un peu dans l'usage beaucoup trop léger de ce terme-là. Ce qui évite de poser les questions dont je parlais à l'instant, qui est une question fondamentale de répartition, en fait. Où est-ce qu'on émet le CO2 utile? Je sais pas, le ciment qui va être très très difficile à décarboner pour des raisons, enfin, c'est compliqué de capturer le CO2 à la sortie des cheminées, même mine de rien, ça coûte cher. Bah, le ciment, ça peut être très utile comme ça peut être parfaitement inutile. Bon, bah, il faut qu'on décide de ça démocratiquement, sérieusement, quoi. Voilà. Et que ce soit pas simplement Passage. l'économique qui fasse ce choix-là, parce que là, pour le coup, c'est sûr qu'on va construire encore des gratte-ciel dans les pays riches. C'est inévitable, vu que c'est là où il y a de l'argent à faire, quoi. Et pas des infrastructures utiles dans les pays pauvres. Oui, donc, alors, pour compléter ce que dit Jean-Baptiste, effectivement, il y a des pistes pour quitter le fameux béton Portland, qui a été découvert au XVIIIe siècle hein, et qu'on fait de façon massive actuellement. Il faut savoir que c'est l'objet manufacturé qui est le plus reproduit au monde. Toutes les secondes, donc entre deux claquements de doigts, il se crée
280 mètres cubes de béton. Donc, c'est pour ça que les cimentiers réunis ensemble correspondent au troisième pays émetteur de CO2 après les États-Unis et la Chine. C'est Bon, voilà. 8% des émissions mondiales, en gros. Ouais. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse sur le Alors, béton. Mais effectivement, il y a des, des, des tentatives de faire du béton qui ne sont pas du béton Portland. Donc en France, il y a donc une entreprise qui est très citée, donc c'est HGCT. Euh, je ne connais plus les initiales, mais enfin, donc ils produisent actuellement en Vendée donc un béton bas carbone, donc un béton qui n'utilise pas de laitier, qui utilise plutôt des argiles. Et donc, du coup, le contenu en carbone est beaucoup plus faible. Mais effectivement, c'est un béton qui n'est pas utilisable partout. Alors, certains se demanderaient, mais pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le béton des Romains? C'est vrai que ce sont les Romains qui ont inventé le béton. Hein, donc, ils ont construit plein de choses en béton. Ils ont construit quelque chose qui s'appelle le Capitole, qui est aujourd'hui une merveille de la construction en béton et qui tient effectivement depuis 2000 ans. Mais le problème du béton romain, c'est que c'est difficile et coûteux à produire. Mais c'est vrai que ça tient très bien. Mais il n'était pas particulièrement décarboné, hein, de mémoire, parce que c'est de la chaux mélangée avec de l'argile, des morceaux de tessons, de trucs, de briques qui avaient été produits la génération d'avant. Pas sûr que ça nous sauverait, hein. Mais il a l'avantage de ne pas retourner dans la poussière au bout de 50 ans, Ah oui, tel. il est pas, il subit moins la carbonatation des bétons Absolument. et du fait que du coup, après 70 ans ou un siècle, ça devient embêtant. Ouais. Ok, d'accord. Mais bon, vu ce qu'on a construit en béton, peut-être qu'il y a des trucs qu'il faudrait peut-être pas qu'ils durent trop longtemps non plus. Ah, c'est sûr, mais quand il y a des automobiles qui passent sur le pont de Gênes, c'est un peu dommage qu'ils tombent. On est d'accord. On est d'accord. La question de la maintenance des infrastructures, Voilà. peut-être le mur de maintenance des infrastructures à venir, Ouais. Ça, va c'est être- une question dont on ne parle pas dans les ressources, mais c'est une réalité. Alors, on va continuer avec les questions. On va passer à une question pertinente. Quel lien faites-vous entre les low-tech et sobriété? Alors, c'est pour qui ça, du coup? Je sais un- pas, Clément, tu peux réagir aussi. Enfin, ah oui, hein, c'est pour toi, Clément, ça. on- Le lien entre low-tech et sobriété, bon, moi, il y a un truc qui va vraiment. Alors, je vais peut-être répondre à côté. Ce que je trouve intéressant quand on parle de ces low-tech et de ces technologies appropriées, c'est qu'elles touchent une autre sphère qui est la sensibilité à ces sujets. C'est assez frappant de voir des témoignages de gens qui vous parlent de la prise de conscience qu'ils ont eue de l'énergie solaire en touchant un capteur solaire à air une après-midi. Ils se disent tout d'un coup, ils prennent conscience d'un truc et c'est pas juste rationnel, si vous voulez. Tout d'un coup, c'est vraiment au niveau de la sensibilité que ça se joue. Et personnellement, peut-être que je suis un peu naïf, hein, je veux bien le reconnaître. Je pense que la sobriété, elle doit passer, elle peut passer par justement ça, des éléments vraiment de sensibilité à une prise de conscience de phénomènes climatiques, énergétiques, etc., ou même de ressources. Voilà, quand je pense personnellement sobriété, j'essaie de penser sensibilité pour essayer de mobiliser des valeurs positives, n'est-ce pas, sur ces questions-là, parce que ça me paraît important. Voilà, je ne sais pas si c'est une réponse, mais c'est ce que je pensais. Ok, merci. Est-ce qu'il y a autre commentaire ou est-ce qu'on passe à la question suivante? ouais, si je peux peut-être, enfin, juste, alors, je vais essayer d'avoir, je relance pas un capteur voilà, de lumière. Euh, Ouais, moi je pense que c'est des notions qui sont pas tout à fait les mêmes. Enfin, encore une fois, faut juste un peu se redire aussi low-tech. Enfin, en tout cas moi la manière dont je l'ai vécu. Après, je pense que Corentin il a une autre histoire et puis d'autres personnes qui se sont emparées des sujets des low-tech un peu en même temps également. Moi, en fait, j'écris un peu le bouquin, voilà, on cherche un titre et puis du coup, ça devient l'âge des low-tech. Bon, voilà. Puis après, du coup, bah, les journalistes, ils disaient, enfin, ça a mis très longtemps avant d'intéresser des journalistes, mais c'était un peu, bah alors c'est quoi les low-tech, quoi. Et donc après, du coup, il a fallu reconstruire un peu une définition, mais finalement, l'idée, enfin, pour moi, le propos central de l'âge des low-tech, c'était pas juste les low-tech, c'était la consommation de ressources, c'était la question de l'articulation énergie-matière, et puis du coup, on en déduisait qu'il allait falloir essayer de concevoir un peu nos objets différemment. Et puis, tant qu'à faire, effectivement, puisqu'il y avait un gâchis inéluctable de ressources dans chaque objet que je fabriquais, essayer de faire de la sobriété à la source
et de réduire le plus possible finalement ce qu'on injectait dans le système économique et industriel d'une certaine manière. Alors du coup, c'est là que du coup le discernement que mentionne Jean-Baptiste devient important parce que c'est est-ce que j'injecte quand même des ressources pour faire une machine à laver ou est-ce que je renvoie toutes les femmes au lavoir? Est-ce que je fabrique quand même une machine IRM pour un hôpital ou pas? Bon voilà, donc on voit bien que il faut faire de la sobriété, très probablement, mais pas forcément partout et tout de suite. Alors évidemment, on peut dire, on peut faire une évolution culturelle et on lave moins les vêtements et du coup, dans le métro, il y a plus d'odeur humaine, ça sent, voilà, et qu'on serait câblé au 19e siècle à faire ça, mais ça demande des évolutions sociales, quoi. Donc pour moi, l'Elotech, c'est un morceau, c'est une approche. Enfin, on peut le prendre soit comme un espèce de truc systémique, un peu en disant, ah ouais, grâce à ça, je vais venir tirer la question des besoins, la question des usages. Je vais m'interroger finalement sur quels sont réellement mes besoins et comment je peux, avec le minimum de ressources et avec le moins d'entropie possible et le moins de gâchis, répondre à ces besoins. Mais je challenge les besoins en amont et donc finalement c'est un outil au service de la sobriété. Mais je me dis qu'on peut aussi faire de la sobriété sans vraiment convoquer les low-tech aussi en parallèle. Voilà, je prends un exemple là, qui est d'ailleurs dans la BD, en disant, tiens, mais je comprends pas, on a quatre réseaux télécoms d'accès, voilà, un par opérateur. Enfin, il y a Free qui monte un peu sur les autres, mais c'est marginal. Mais il n'y en a pas quatre réseaux d'eau, quatre réseaux autoroutiers, quatre réseaux de train, et quatre réseaux électriques, quoi. Alors pourquoi est-ce qu'on se permet d'avoir quatre réseaux télécoms qui finalement chacun utilise de l'énergie pour récupérer nous envoyer des datas. Et en fait, bah, on pourrait très bien faire un unique réseau d'accès avec plusieurs opérateurs qui monteraient sur cet unique réseau d'accès. Bon, c'est une optimisation technique quelque part, c'est une sorte de sobriété technique mais qui est pas particulièrement low-tech, quoi. Voilà. Donc et d'ailleurs qui se verrait pas et qui empêcherait pas l'effet rebond et plein d'autres phénomènes d'hyperconsommation numérique. Mais c'est juste pour dire que voilà, je pense que c'est une manière d'éclairer les choses peut-être de façon différente, mais je les mets, en tout cas, moi, je les mets pas du tout comme étant de synonymes, c'est sûr. Écoute, merci. Ben, écoute, on va continuer les questions. Et on va prendre la question suivante à plébisciter et qui est une question pour toi, Philippe. Donc, qui demande pour le carbone, on a un principe simple de budget carbone à ne pas dépasser, qui est de 500 tératonnes de mémoire à ne pas dépasser, que l'on peut ensuite allouer aux États ou aux secteurs ou utiliser pour faire des arbitrages. Sur les ressources, parce que le problème n'est pas de même nature, la limite est moins claire. Dès lors, comment faire pour rationner nos usages et faire les arbitrages nécessaires? Ah bah ouais, bah on n'a pas la solution, c'est clair, parce qu'en fait, effectivement, ça fonctionne pas du tout de la même manière. C'est-à-dire, c'est pas enfin, c'est pas une limite planétaire visible comme effectivement la question de certains cycles et celui du carbone en particulier. Euh, on peut toujours, encore une fois, à condition d'accepter des contraintes environnementales plus fortes enfin des externalités environnementales plus fortes, on peut toujours descendre, on peut toujours aller chercher les choses. Et la preuve, c'est que les métaux les plus rares et ou les plus précieux, c'est souvent un peu les mêmes, ou ceux qu'on paye les plus cher, on accepte d'aller les chercher à des taux de concentration bien plus faibles que ce à qu'on va chercher, le fer, l'aluminium, des grands métaux, ou même certains grands métaux industriels comme le cuivre, le nickel. Voilà, c'est un rapport, il y a littéralement un rapport deux fois un rapport de 1 à 1000, quoi, pour simplifier, hein, entre des métaux rares et des métaux, enfin des métaux très rares et des métaux rares, et puis entre les métaux rares et les métaux courants. C'est 1000 fois plus, quoi, en termes d'abondance et en termes presque de concentration de ce qu'on va chercher. Hein, c'est 500 kilos de fer contre 1 gramme d'or hein, dans une même tonne de minerai. Donc j'ai pas fait le calcul, mais ça doit faire pas loin de ça, quoi, 1 million sans problème entre les deux. Donc, donc on n'a pas, et c'est parce que voilà, l'or c'est plus précieux, c'est super, on est très content de l'acheter cher et tout ça. Et donc du coup, on pose pas cette limite. Et comme du coup, il n'y a pas vraiment
de limite absolue. Il y a eu il y a eu des réflexions, hein. Dans les années 70, ça aussi, un géologue, par exemple, s'appelle Skinner, qui s'est posé des questions autour de la question de barrières minéralogiques en disant, tiens, il y a un moment où, en fait, les mécanismes de substitution de ces métaux, de formation, de métallogénie, fait que pour certains métaux, peut-être, en fait, on baisse en concentration, mais tout à coup, à un moment, il y aurait vraiment une rupture et on saurait pu, d'un point de vue thermodynamique, justement, aller chercher des ressources à une concentration plus faible. Donc, bon, ce truc-là est un peu discuté ou pas discuté, mais en tout cas, pas, ça fait pas l'unanimité. Aujourd'hui, par exemple, les géologues disent qu'il y a des tétraquantités de cuivre. Si on descend à entre 0,1% et 0,5% de concentration, aujourd'hui, la moyenne mondiale est à 0,8. Les nouvelles mines qui ouvrent, elles sont à 0,5. Si on descend jusqu'à 0,2, 0,3 de concentration, il y a des quantités phénoménales de cuivre. On a extrait 300 millièmes de mémoire, ça doit être quelque part dans la BD où ça se recalcule, du cuivre qui est contenu dans le premier kilomètre de la croûte terrestre. Bon, dans le premier kilomètre. Et sachant qu'en fait, on peut descendre encore même un peu plus bas. Enfin, donc du coup, effectivement, cette limite, il faut aller chercher. Il faut aller chercher ça à travers les autres limites, que sont les limites de la biodiversité, les limites des déchets, les limites de la destruction des nappes phréatiques. Aujourd'hui, vous avez d'anciennes mines, hein, d'anciennes mines d'ailleurs de charbon, parce qu'il y a aussi des métaux lourds dans les mines de charbon comme de Casseville, par exemple, vous avez encore le signal en métaux lourds dans la Garonne. De Casseville, c'est dans l'Aveyron, hein, voilà, de mines qui ont fermé depuis des dizaines d'années, et ça va rester pendant des centaines ou des milliers d'années pour des raisons diverses et variées de cycle de l'eau, de libération de métaux, etc. Donc, on est vraiment, c'est ces autres limites-là qu'il faut aller convoquer. Sinon, effectivement, je pense que alors, à moins d'avoir un crunch énergétique, pourquoi pas, parce qu'il y a aussi la question, vous savez, de retour sur investissement énergétique, de dire est-ce qu'à un moment, quand on n'a plus le pétrole facile ou le gaz facile ou le charbon facile, est-ce qu'on n'aura pas, on sera pas rattrapé par la patrouille à devoir injecter finalement tellement d'énergie sous forme de matière et d'acier, etc., qu'on aura pu, ça marchera moins bien. Mais, mais voilà. Il faut, ça va pas être vrai pour les 20, 30, 40 prochaines années, alors que dans les 20, 30, 40 prochaines années, on va exploser le compteur, hein, littéralement. Juste, faut se dire, pour les ressources métalliques, minérales, transition ou pas d'ailleurs, hein, donc je rejoins que les voitures électriques se vendent ou pas, on va extraire plus pendant les 30 ou 40 prochaines années que pendant toute l'histoire de l'humanité. C'est la réalité de la puissance de l'exponentielle. Et si vous divisez par 3, c'était l'exemple du nickel que je prenais tout à l'heure, par 3 ou 4 la production, l'extraction actuelle de tous les métaux, pas tous, mais presque, une grande partie peut-être pas le fer, mais tous les autres oui. Si vous divisez par 3 aujourd'hui la quantité, vous revenez aux années 90. Pas super, super écolo, hein, les années 90. Hein, c'est le reste des années très extractives. Donc, donc, il faut aller chercher les autres paramètres. Et donc, ça veut dire des moratoires sur l'ouverture des mines. Si on ouvre moins de mines, bah, ça va coûter plus cher. Si ça coûte plus cher, on recyclera mieux. Enfin voilà, va falloir se poser d'autres contraintes qui sont des contraintes politiques. Parce que j'ai peur que les contraintes technico-géologiques et même économiques ne suffisent pas, parce qu'il y aura toujours quelqu'un de plus, de plus pauvre et je sais pas quoi qui sera d'accord pour bousiller son sous-sol pour pas cher. Je peux ajouter juste un mot là, j'ai une référence que je trouve intéressante. Il y a un livre de Célia Isoard qui est sorti récemment, en même temps que le mien. Hum, hum, J'ai plus le titre en tête exact, bon, j'ai plus le titre en tête, mais il y a un chapitre qui est vraiment, vraiment intéressant où elle montre comment, en fait, la transition énergétique a réenchanté les mines. Dans les années 2000, il y a tout plein de rapports qui sortent, américains, européens, sur bon, bah, comment on assure notre souveraineté minérale, sachant que la Chine devient une grande puissance extractiviste et qui accapare de plus en plus de métaux. Donc il faut assurer notre puissance minérale pour l'industrie, l'aéronautique, l'automobile, pour tous les usages des métaux qui sont divers et variés et gigantesques. Bon. Arrive l'accord de Paris 2015, et à partir de là, les mêmes rapports sur exactement les mêmes métaux, ça devient les métaux pour la transition énergétique. Donc vraiment, c'est un point important, c'est que la mine, de fait, c'est polluant, c'est pas un jugement de valeur, c'est comme ça. Vous récupérez 0,5%
du poids en cuivre, bah oui, forcément, ça va polluer parce que tout le reste, il faut stocker, il faut plein de liquides, plein de produits chimiques, etc. Donc, c'est très polluant. Et je crois que vraiment, il faut vraiment se méfier du fait que maintenant, plein de choses sont faites au nom de la transition énergétique. Alors qu'en fait, c'est juste de l'extractivisme as usual, quoi. Vraiment, il faut se méfier de ce tour de passe-là. Et je pense que c'est important, effectivement, qu'il y ait des mouvements qui râlent quand il y a des mines qui s'ouvrent. Ça ne veut pas dire qu'il faut évidemment arrêter toute extraction parce qu'on a besoin de métaux pour faire des choses très très utiles. Mais pour les raisons que disait Philippe, oui, ça va augmenter les efforts de recyclage, les efforts de sobriété, etc., etc. Oui, merci. Alors là, on va passer aux questions trois fois plébiscitées. Donc là, c'est une question, je pense, pour Clément. On nous demande, un peu comme l'éco-conception, il semble difficile, au-delà des grands principes, de définir clairement ce qu'est une low-tech. Par exemple, est-ce qu'une low-tech peut intégrer de l'électronique? Si oui, combien? Le degré d'incorporation dépendra-t-il de l'utilité de la technologie? Ah non, mais comme Philippe l'a bien dit, la notion de low-tech, la définition des low-tech, elle est vraiment relative aux époques, relative aux cultures dans lesquelles on travaille. Moi, par exemple, je me rappelle, j'avais lu un des textes d'un architecte qui s'appelle Cointreau. Cointreau, c'est la Révolution française, donc dans les années 1780, 1780, 1789. Lui, en fait, il s'insurge à l'époque contre les constructions qui sont faites en pierre massive. Et il explique en fait que c'est des constructions qui sont beaucoup trop luxueuses, beaucoup trop complexes. Et lui fait la promotion de la construction en terre crue, en pisé, pour justement plein de qualités thermiques, etc. Et en fait, à son époque, alors Pointreau dit pas ça, hein, mais il promouvait une forme d'architecture low-tech par rapport au système dominant de cette époque. Donc, c'est vrai que cette notion de low-tech, elle est complètement variable. Alors, l'éco-conception, aujourd'hui, elle est un petit peu normée. On peut pas dire que, enfin, voilà, on peut pas, n'importe qui ne peut pas dire qu'il fait de l'éco-conception. Elle est normée. Et après, je rejoins ce qui a été dit jusqu'avant, juste avant. C'est vrai que, ben, un des premiers prétextes, on discute tout le temps maintenant de c'est quoi la ville de demain. La ville de demain, ben, la ville de demain, c'est celle d'aujourd'hui avec deux, trois trucs un peu changés, quoi. Mais ce ne sera pas des bâtiments qui dégueulent de végétation hors sol, voilà, des trucs. Voilà, tout ça, c'est juste des fantasmes qu'on invente. Donc, je trouve que ce truc de low-tech, c'est comme un espèce de cri de ralliement de plein d'acteurs. Aujourd'hui, il y a plein d'acteurs industriels, hein. On peut parler de Bouygues Immobilier qui se présente, enfin, qui signe des manifestes sur la ville low-tech, etc. Donc, on voit bien que le truc se fait rattraper d'une certaine manière. Mais, euh, mais je trouve intéressant d'avoir cette posture ou cette démarche low-tech de dire, bah tiens, dans mon époque, est-ce que je peux faire quelque chose de satisfaisant avec un peu moins? C'est un peu ce truc-là, quoi. Moi, je le présente un peu comme un moindre mal. Est-ce que je peux voilà, est-ce que je peux faire un peu moins, voilà, et assurer un besoin relativement satisfaisant avec un peu moins de ressources, un peu moins d'énergie, etc. Et on commence comme ça à déconstruire la chose. Un truc assez intéressant aussi dans les low-tech, c'est le fait qu'on navigue dans l'histoire des techniques. C'est-à-dire que par rapport au progrès linéaire qu'on nous a vendu ou qu'on continue à nous vendre, quand on pense low-tech, on pense justement rétro-innovation parfois, retour en arrière, et on se retrouve à naviguer dans l'histoire des techniques, à voir comment dire, tout un ensemble de chemins qui n'ont pas été empruntés dans l'histoire. Et ça, je trouve que ça ouvre aussi un petit peu, comment dire, l'imaginaire par rapport à ce qu'on pourrait imaginer par la suite, parce que il y a quand même, à mon sens, ça on peut en discuter, je trouve que c'est une question qui est importante, c'est comment est-ce qu'on mobilise un imaginaire positif, engageant sur ces questions de transition, pas transition, pardon, malheureux. Je suis tellement, je suis- j'écoute trop la radio et la télé, bordel, sur ces questions d'habiter dans des limites planétaires, quoi. C'est comment est-ce qu'on mobilise vraiment ouais, des affects positifs, parce que pour moi, c'est une vraie question, parce que derrière, il y a les questions d'éco-anxiété, voilà, d'angoisse. C'est angoissant ces sujets pour tout le monde, quoi. Ouais. Alors, donc, quelqu'un demande à quel niveau faut-il remettre en cause nos modèles économiques pour réellement mettre en œuvre les low-tech? N'est-on pas dans une logique d'accélération technophile dont on ne peut sortir que par une rupture? La rupture, ça se prépare en fait. Ça de manière, soit il y a deux manières. Soit on l'anticipe, on la joue avant et on essaye de voir où est-ce que on fait on fait un peu.
des ruptures anticipées ou prévisibles, et soit on les subit, c'est tout ça, c'est question de temporalité, effectivement. Mais bien sûr, enfin, il y a une forme de low-tech washing qui est absolument évident, qui va continuer, et donc il faut pas être dupe, effectivement. Euh, enfin, moi, dans mon domaine qui est l'urbanisme et la construction, enfin, chaque fois que je peux en parler, je dis qu'il faudrait interdire demain la construction neuve, mais je j'ai pas peur de le dire, en fait. On a déjà tellement de gisements, de bâtiments vides, de bâtiments sous-occupés, de résidences secondaires dans plein de zones qui sont en plus vulnérables du point de vue climatique. Enfin, on a vraiment de quoi faire, quoi. Ben oui, enfin, la question reprend un peu le dernier chapitre du bouquin de Philippe qui s'appelle Le vaisseau fou. Donc c'est vrai qu'on est une- dans une certaine mesure dans une accélération technophile. Enfin, euh, même on n'a pas parlé de Thanatia, mais c'est le but ultime si on continue à faire ce qu'on fait. Bah, disons qu'on est dans un système qu'on sait relativement dispersif. Hein, il est dispersif d'un stock de ressources énergétiques fossiles, donc qui se sont créées assez lentement par rapport au rythme auquel on les utilise. Idem sur les ressources minérales. Et donc on peut se dire qu'effectivement, plus on tape dans ce stock à une vitesse rapide et puis d'ailleurs dans un rythme en accélération, eh bien plus peut-être on entame, j'en sais rien, des capacités de civilisation future, en fait, ou peut-être même qu'on se condamne à une sorte de croissance inéluctable, un peu dont la science-fiction a un peu tout écrit d'ailleurs, parce que finalement, voilà, en l'an 2300, ils ouvriront pas des mines low-tech de 35 mètres de profondeur pour aller exploiter un filon de cuivre. En 2300, il faudra être à 1000 mètres de profondeur dans des mines qui seront partiellement climatisées, avec des engins géants robotisés, beaucoup de productivité, je sais pas quoi, parce qu'en fait, les ressources seront tellement profondes et tellement peu concentrées qu'on n'aura pas d'autre choix que dans des trucs un peu géants, quoi, quelque part. Et c'est un peu ce qui se présente. Donc finalement, si on doit avoir des trucs géants, ça nous condamne quelque part à une sorte de croissance et de course en avant dans laquelle finalement il faut pas trébucher, quoi. C'est un peu flippant quand même. Et puis qui crée par ailleurs plein de contraintes environnementales. Alors Jeff Bezos, il résout le truc en disant on va installer toutes les usines polluantes et toutes les industries polluantes dans l'espace et comme ça sur Terre ça sera cool. Bon, c'est pas encore fait et puis il faut aller convoquer même pas les fusées réutilisables de Musk, hein, il faut carrément l'ascenseur spatial avec les câbles. Vous savez, je sais pas si vous connaissez ce concept-là, là, qui est très très utile en science-fiction pour envoyer plein de trucs dans l'espace pour commencer à industrialiser l'espace parce qu'évidemment sinon vous envoyez jamais ce qu'il faut pour commencer à vous pouvez pas démarrer quoi. Vous arrivez même pas à ramener deux, trois astronautes par-ci, par-là, quoi. Il vous faut 9 mois pour leur envoyer une caisse de bouffe en plus, quoi. Donc, du coup, c'est effectivement ce système-là qui est nourri à la croissance. Mais tout est nourri à la croissance quelque part, hein, parce que c'est les ratios de la dette de l'État, des dettes privées, et je dirais même que c'est finalement ce qui rend un peu complètement fou les aventures des survivalistes milliardaires qui se construisent des bunkers. Là, vous savez, Zuckerberg et toute la bande, là, chacun à son île sur Hawaï ou ailleurs, et avec des trucs vachement bien, des systèmes d'ailleurs assez technologiques, je pense, même si je les ai pas conçus, hein, mais j'imagine que tout est dernier cri. Voilà, on est autonome en eau, en nourriture, je sais pas quoi. Et puis bah hop, patatras, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, faudra bien quelqu'un pour venir faire la maintenance de l'hélicoptère ou même juste du moteur du bateau hors bord pour aller pêcher à l'extérieur, je ne sais pas quoi. Et ça, pour faire ça, eh bien, hélas, juste pour concevoir un moteur, il faut des centaines ou des milliers de techniciens, d'ingénieurs, d'ouvriers, de gens qualifiés, parce qu'il y en a un qui est spécialiste du traitement thermique de l'ailette, je sais pas quoi. Il y en a un autre qui sait faire des bobinages. Il y en a un autre qui sait faire raffiner du cuivre. Où est-ce qu'ils trouveront les pièces détachées? Donc, il y a une espèce de fantasme de survivalisme mais qui est ridicule parce qu'en fait, finalement, le monde fonctionne comme presque un unique monde. Alors, évidemment,
il y a un moment des questions de partage de la valeur, il y a des questions effectivement de politique industrielle et de petits combats géopolitiques divers et variés, mais à la fin, c'est pas possible de s'extraire de ce truc-là. Donc, le fait qu'aujourd'hui, effectivement, il y ait besoin, pour faire de la sobriété, d'une remise en cause profonde de nos logiciels, je sais pas, dans lesquels il y a la question de la valeur de l'argent et du taux d'actualisation. C'est-à-dire que à 50 ans, c'est pas grave, nous dit William Nordhaus, que le PIB en l'an 2100 soit un peu entaché par le changement climatique, parce qu'en fait, le PIB de l'an 2100, voilà, les euros ou les dollars de l'an 2100 valent pas grand-chose par rapport à ceux d'aujourd'hui. Donc, ne gâchons pas nos précieuses ressources financières aujourd'hui pour éviter pour limiter le changement climatique en 2100. Donc, il y a plein de raisonnements comme ça qu'on voit derrière, qui sont effectivement des câblages, non pas anthropologiques, en fait, mais des câblages du système, des systèmes dans lesquels on fonctionne, système de valeurs, système de référence, etc. Et donc, effectivement, le vaisseau fou, dans ce chapitre, je sors un peu de mon rôle d'ingénieur, donc avec une prudence de chat, parce que j'aime pas asséner des vérités sur comment dirais-je, des disciplines que je ne maîtrise pas, mais cette idée qu'il y a eu d'autres moments de la civilisation humaine, voilà, à d'autres circonstances. Chez les Papous, c'était pas les plus riches qui étaient les plus respectés, c'était ceux qui donnaient le plus. Chez les Grecs, il y avait la question de l'hubris et de la tempérance. Voilà, on peut aller convoquer comme ça un certain nombre voilà. D'ailleurs, je pense que numériquement, ça n'a pas fait, c'est pas la majorité des terriens qui a fait ça. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des terriens, ils sont aujourd'hui, on est 8 milliards, donc on est dans un système qui est là pour le coup. Donc, il y a plusieurs variantes. Enfin, le système chinois ressemble quand même au système américain sur plein de choses, en tout cas sur la partie industrielle. Mais que voilà, en tout cas sur le temps long et plein de civilisations différentes, plein de systèmes de valeurs différents, où finalement on a su entre guillemets se contenter d'autre chose. Donc la question c'est est-ce qu'on peut changer ce système? Est-ce qu'on peut l'adapter? Et là on ouvre toutes les questions je sais pas quoi, de manière de faire une autre transition, Jean-Baptiste, qui est une transition. Je veux pas être le Ouais. sauteur de la langue française avec cette affaire de transition. Bon, Simplement souligner l'étrangeté du concept et pourquoi il s'était autant, enfin, comment ça se fait qu'il soit naturalisé. Et puis surtout dans le monde scientifique. Moi, c'est ça qui m'a frappé. Enfin, ce qui m'embête, c'est mes collègues experts de l'énergie qui racontent des choses étranges. Fondamentalement, c'est pas tant l'usage du mot, il n'y a pas de souci, quoi. Je n'ai pas. oui, non, non, bien sûr, voilà. Mais du coup, voilà, et là, on n'a pas la solution. Ça fait 2 siècles, donc que dis-je, si pas loin, qu'il y en a qui essaient de faire tomber le capitalisme. Bon, pour l'instant, il se débat bien. Voilà, la question de l'argent, la question des actifs échoués. Aujourd'hui, on installe des centrales à charbon, qui sont pas Du tout. carbone storage ready, quoi, capture and storage ready. Elles sont des centrales à charbon qui seraient un actif échoué le jour où, et dont la durée de vie est de 60 ans. Alors, même les gens qui y bossent se rassurent, en se disant, parce que bon, voilà, j'en croise, moi, de temps en temps, elles disent, oui, mais nous, alors c'est des nouvelles, elles sont hyper high-tech, et donc elles ont des taux, elles ont des rendements bien meilleurs, donc je convertis, elles sont super critiques, donc haute température, haute pression, etc. Donc on convertit 45% de l'énergie du charbon au lieu de convertir 30 ou 35 comme c'était avant. Donc chacun trouve un peu, voilà, midi à sa porte et se dit ouais j'agis dans le bon sens parce qu'il faut mieux que ça soit qu'il soit cramé dans une belle centrale à charbon comme ça toute neuve que dans une ancienne mais n'empêche que ces trucs-là c'est des bons dieux d'actifs échoués dans quelques dizaines d'années et pourtant on est dessus et donc à un moment il faudra que quelqu'un quelque part raye dans les comptes la valeur des actifs en disant bah ça on l'a construit c'est super mais ça sert plus à rien c'est comme ton supermarché qui était trop loin c'est comme je sais pas plein de choses telle ou telle usine de trucs nocifs donc il y a vraiment les forces de rappel vont être puissantes. Ça n'empêche pas de faire preuve de ténacité et d'enthousiasme. Je dis, voilà, il faut y aller. On n'a pas trop le choix. On y va, on essaye. On peut pas, au moins se reprocher de ne pas avoir essayé, mais alors bon Dieu, ça va pas être simple, quoi. Et la trajectoire historique, quelque part, le montre à date, quoi. Ah oui, alors là, on va passer aux questions doublement plébiscitées. Il y en a deux. On va s'intéresser à nos amis traders et affiliés qui ne semblent prêter attention qu'au signal prix, quelles que soient les externalités négatives. Il y a bien quelques tentatives timides d'introduire une taxe CO2, mais y a-t-il des pistes pour sensibiliser à la raréfaction des ressources?
Alors, les ressources, ben, elles sont de tout genre. Il y a les métaux, mais on peut aussi parler des ressources halieutiques, par exemple. Comment est-ce qu'on sensibilise au fait qu'il y a un bateau qui est donc, qui s'appelle l'analyse Iéna, qui pêche 400 tonnes de poissons par jour. Donc, il a besoin de 3 jours pour ratisser tout le golfe de Gascogne. Hmm. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser à la raréfaction des ressources? C'est une vraie question. Est-ce qu'on en parle comme du bateau de l'enfer? Mais bon, c'est pas, c'est une question plus large. Est-ce que vous avez des pistes pour sensibiliser à la raréfaction des ressources? Alors moi, je voulais juste faire remarquer la raréfaction des ressources. Les traders, ils sont très très sensibles, hein. Il n'y a aucun souci, quoi. Ça, le signal prix, ils connaissent très bien. Enfin, pas les traders, les négociants en matière première, ça, ils sont parfaitement sensibles. Donc, le problème, c'est que ça, le problème du changement climatique, en l'occurrence, c'est que justement, il y a un truc, il n'y a pas de signal prix pertinent, quoi. Donc, c'est bien ça la difficulté. Voilà. Donc, j'ai l'impression que ça, ce problème de raréfaction des ressources est relativement bien géré par l'économie d'une certaine manière. Et c'était pour ça que on tape dans une autre ressource quand celle-ci commence à devenir chère, etc. Enfin, c'est un truc que l'économie a géré en fait depuis longtemps, quoi. Ce qui est différent du changement climatique, qui change vraiment fondamentalement, à mon avis, les problèmes environnementaux tels qu'on s'est posés auparavant, quoi. Il y a vraiment quelque chose d'assez différent, quoi. Où le signal prix a pas trop d'effet, en fait. Enfin, Ouais, d'où, bah c'est un peu ça. Moi, ça me fait penser à ce fameux pari là ouais, de tu quoi connais forcément, Jean-Baptiste, là, sur le prix des ressources. Vous savez, entre Julian Simon, donc cornucopien, parmi les cornucopiens, expliquant que le prix des ressources avait baissé historiquement et continuerait à baisser grâce au progrès technique. Et puis ouais, en face, c'était un monsieur qui s'appelle Paul Ehrlich, assez connu pour son ouvrage de Population Bomb à la fin des années 60. D'ailleurs, Ehrlich va perdre son pari pour différentes raisons. Là encore, c'est un peu historisé. Enfin, c'est un moment particulier de l'histoire. Mais et il y a encore aujourd'hui au Cato Institute, qui est un truc un peu libertarien, un peu chelou à Washington, avec des financements de grandes entreprises. Il y a encore un Julian Simon Abundance Index qui est publié chaque année et qui vérifie que le panier de toutes les ressources, à la fois minérales mais aussi agricoles, huile de palme, je sais pas quoi, que ça baisse. Et donc, merci, feu Julian Simon avait raison et nous allons vers un monde d'abondance. Donc la question en fait du prix qui fait que du coup il va y avoir ce signal de rareté donné et quelque part qu'on va pouvoir s'y adapter et que du coup bah, les entreprises vont faire de la substitution, vont faire de la recherche pour se passer de tel ou tel produit. Il faut faire attention un peu à ça parce que souvent en fait il y a des soubresauts. Alors ça c'est clair. D'ailleurs les soubresauts les traders adorent aussi parce qu'on peut jouer à la hausse à la baisse le truc. Mais 10 ans plus tard vous pouvez vous retrouver avec une abondance à nouveau parce que les soubresauts ou l'évolution du prix fait que du coup, il y a de l'exploration qui se relance, de l'exploration minière, et ça prend 10 ans, ça prend quelques milliards de dollars, mais après, vous pouvez mettre des trucs en exploitation. Aujourd'hui, les premières mines de terres rares arrivent en exploitation, celles où la Chine a fait peur à tout le monde dans les années 2010-2011 en disant qu'ils allaient calmer un peu l'exportation donc de ces lanthanides et pour différentes raisons qui étaient des raisons plutôt d'ailleurs de politique industrielle que de géopolitique. Et 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, bah, ces mines, elles arrivent et elles vont produire. Donc souvent, pas sûr que ça soit si évident que ça. Et puis surtout, ce que je rappelle souvent, et dans la BD aussi pour le coup, c'est dans un smartphone, il y a 3 euros de matière première. 3 euros. Tout le reste, bah, c'est de l'amortissement d'usine, de la R&D, des logiciels, tout ce que vous voulez, de la transformation de tous ces bijoux de technologie totalement impressionnants. Donc, imaginons que le montant de ces ressources décuple. Parce qu'on intégrerait dedans des externalités environnementales, je sais pas quoi. Ça fait 30 balles sur un smartphone à 300 balles ou enfin le monde s'écroule pas. Alors évidemment, je prends le smartphone, si je prenais la voiture, ça serait plutôt quelques milliers d'euros, machin, donc on pourrait rediscuter bien sûr. Et d'ailleurs, là pour le coup, le prix des ressources et le prix des batteries, il compte dans les voitures électriques, bien sûr. Et puis dans une maison, ça sera encore plus important. Mais quand même, ce que je veux dire, c'est que le signal prix peut pas juste suffire. Donc, encore une fois, est-ce qu'il n'y a pas d'autres mécanismes à aller chercher qui sont du coup des mécanismes d'obligation réglementaire? Prenons l'exemple des batteries de véhicules électriques. Jusqu'à présent, toutes les batteries lithium n'étaient pas recyclées. Enfin, plutôt, pardon, le lithium n'était pas recyclé. Ce qui était récupéré dans les batteries de téléphone ou d'ordinateur ou les batteries électroniques, c'était le cobalt. C'est le seul qui avait une valeur dans la batterie. Et le reste, tout à la poubelle, déchets industriels. Arrive une obligation
avec les voitures électriques de recyclage du lithium, mais c'est une obligation réglementaire. Et ce qui fait que ça va se passer, c'est que c'est réglementairement que la puissance publique européenne, pour le coup, a dit, ouh là là, il va y en avoir tellement, là, vous allez me faire quelque chose, les amis, là. C'est pas le prix, en fait, qui a fait le truc. Donc je pense qu'il faut aussi se dire, il y a toute la gamme, il faut rien s'interdire. Il y a toute une gamme d'actions possibles, voilà, qui est l'action publique, citoyenne, politique, etc., économique. Il y a peut-être des taxes, ok, il y a peut-être une TVA à zéro pour, je sais pas, les produits de réemploi, les réutilisations. Il y a peut-être, il faut peut-être mettre plus de fiscalité moins de fiscalité sur le travail humain et plus de fiscalité sur les ressources, payer la sécurité sociale avec une taxe sur les ressources, ce qui fait que du coup, peut-être on réparera plus les objets parce qu'aujourd'hui ça vaut pas le coup, etc. Et puis, il y a aussi des obligations réglementaires et effectivement, après, le signal prix. Mais je pense qu'il faut s'autoriser un peu tout ça face à la complexité et au côté protéiforme du monde. Il faut rien s'interdire, quoi. Il n'y a pas de solution miracle, quoi. Alors, ben écoute, une dernière, je pense, parce que l'heure tourne, là, elle est 21 heures. Une dernière question pour toi, Philippe. C'est Voilà, vrai t'es que- sûr? Tu veux pas répartir un peu le temps de parole? Ah, ah bon, d'accord, mais enfin, Je sais pas, non mais oui. c'était une question qui était directement destinée, parce que c'est une On question va pour... dire alors très court. Ouais. Alors, arrobase Philippe Biwix, un graphique frappant de Jean-Marc Jancovici concerne l'inélasticité des prix du pétrole par rapport aux réserves. Existe-t-il une même observation pour les ressources? Bon, bah oui, je pense surtout que je pense que comme pour le pétrole, il y a une couche spéculative sur le prix. Et qui est peut-être même plus grande, je sais pas, sur les ressources minières, parce que du coup, c'est moins connu, c'est moins suivi, c'est moins tracé, je ne sais pas. C'est parfois plus oligopolistique aussi. Le pétrole peut l'être, hein, mais bon, il y a quand même un marché mondial d'échange des barils et tout ça. Alors que sur les certains métaux rares qui sortent de raffinage, ça peut vraiment être des circuits courts, si je puis dire, entre quelques utilisateurs et quelques producteurs. Donc tout ça est parfois peu documenté aussi, d'un point de vue vraiment, voilà, d'un point de vue source. Et donc, oui, je suis sûr que c'est assez inélastique et, euh, et donc, et en plus, la notion de réserve, je pense, elle est encore plus malléable que celle du pétrole. Bien sûr que dans le pétrole, il y a le pétrole non conventionnel, il y a la fracturation, voilà, donc le progrès technologique a permis de repousser un peu les limites et finalement d'éclater un peu les limites planétaires aussi. Mais on aurait pu le faire même avec du charbon basique parce que finalement, il y avait de quoi faire. Mais dans les ressources minières, voilà, les réserves, ça, c'est assez mouvant aussi parce que effectivement, là aussi, il y a des manières de traiter des minerais. Aujourd'hui, par exemple, il y a des entreprises qui reprennent des résidus miniers des années 50, 60, qui contiennent maintenant suffisamment de ressources peut-être pour venir les lécher, les récupérer avec des acides, avec des solvants voilà. Et donc la notion des réserves, elle est hyper mouvante. Et voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un côté inéluctable à la finitude des ressources pour le coup, mais la notion de réserve, enfin, elle est très très peu, très très mal documentée dans le monde minier. Eh ben, c'est sur ces mots que s'achève cette, ce salon littéraire technique qui nous a fait voyager depuis Thomas More jusqu'au vaisseau fou de Phoebe Biwix. Et donc, j'espère qu'on a évoqué un peu les technologies appropriées. Alors, il faut ça, on n'est pas rentré dans le détail, mais au passage, il y a aussi, on peut mettre de l'informatique dans les technologies appropriées. Il y a notamment des serveurs low-tech, des serveurs des fermes informatiques low-tech. Ah, tu veux dire quelque chose? Non, 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 je veux dire que je dois y aller en fait. Donc je Ah dis ben voilà. au revoir à tout le monde poliment. Donc, merci à tous, merci d'avoir, on espère avoir un peu ouvert le, la vision sur ces low-tech. Est-ce qu'elles prendront de l'importance à l'avenir ou pas? Il faut rester pour le voir. Merci à nous trois orateurs. Merci. Merci à l'organisation de Centrale Énergie. Et puis, bonne soirée à tous.